on y va. Parti, go. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est votre émission Feel Good à regarder. Alors là, nous sommes en direct sur Twitter, Twitch, YouTube, Facebook. Et vous êtes sur le chat et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors, émission spéciale, on a rameuté tout le gros de nos chroniqueurs. On va vous les présenter tout de suite pour vous aider à comprendre. Non, pas toi, Steph. Salut Kraki, qui est sur le chat prêt à la modération, parce qu'on va vous aider à comprendre un petit peu le point commun entre les émeutes de Seattle qui se transforment en ZAD, certains romans, le point commun entre la cuisine de Sauvan et les jeux vidéo, le point commun entre le cinéma et les performeurs et les artistes. Quel est-il? Est-ce que c'est un mouvement totalement has-been? Est-ce que c'est un mouvement qui est toujours là? Est-ce que c'est un mouvement qui est devenu mass média? C'est le mouvement cyberpunk. On fait salon, c'est maintenant. Alors, toute l'équipe, vous êtes là, et pas gros. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Stéphane, comment vas-tu? Salut Seb, salut tout le monde. Bah écoute, ça va plutôt bien. Tu vas plutôt bien? Ouais. Alors moi, je vais être le naïf de l'histoire, hein, parce que pour moi, le mouvement cyberpunk, j'avoue que ça évoque pas grand-chose. Mais justement, je pense que ça va être l'occasion d'apprendre beaucoup cette émission. Ouais, on va faire le tour vraiment de plein de sujets, de voir le mouvement cyberpunk, justement à travers différents médiums culturels, et on va pouvoir creuser à fond ça. Matt, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Tu vas très bien. Parfait. Tu es où? Je suis en Vendée, donc on passe de la tempête à l'éclaircie. Donc des fois, je suis dans le noir et des fois dans la lumière. Ah, c'est pas pour marquer ton côté rebelle et punk que t'es dans le noir. Alors, c'est Non, juste non, mais tu vois, je suis déjà plus éclairé que tout à l'heure. qu'on commence l'émission. D'accord. Matt est un homme de l'ombre. Matt est un homme de l'ombre. Alors, un autre homme de l'ombre, Yann. Comment vas-tu, Yann? Coucou. Comment vas-tu? Yann. Alors, explique-nous un petit peu ton accoutrement, là. Ah ben, je me suis habillé en cyberpunk, c'est-à-dire les Anonymous sont l'incarnation quelque part des cyberpunk de la légende de la science-fiction. Du coup, j'ai revêtu mon petit costume d'Anonymous. Alors pour l'anecdote, d'ailleurs, ce masque Ouais. m'avait été offert par Thierry Herman à la Demeure du Chaos lorsqu'on avait fait notre performance de cyberesthésie. D'accord, on va parler tout à l'heure de la demeure du chaos, donc ça tombe très bien. Et tes oreilles, reparle-nous-en un petit peu. Salut Moby Big Dick sur le chat, tout le monde va bien. Les oreilles c'est des Nekomimi que j'ai personnalisées façon Pat Labor. Et en fait, elles mesurent mon activité mentale de façon très sommaire et elles bougent un peu en fonction de l'état de conscience dans lequel je suis. Oui, d'accord. Stig, Salut. comment vas-tu? T'as pas tes oreilles, toi, aujourd'hui? Tu vas bien? Non, je les avais gardées pour les Matouchas. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour parler d'un groupe anglais de sculpteurs fous qui existait dans les années 80-90. Et en images, on va faire un tour de leur. On va regarder de ton leur album délire. photo de ce que Voilà. tu avais fait avec eux. Et on va comprendre un peu ce mouvement qui est entre Mad Max, les machines de Lille en plus sale, Ouais, et Burning Man en moins sage. La récupération pour en faire des sculptures géantes. Voilà. Et puis on va aussi rencontrer aujourd'hui Sauvan. Comment vas-tu, Sauvan? Où es-tu? Bonjour! Ah, t'es toute belle. Alors toi, t'es punk. Elle est magnifique. Alors, qu'est-ce que Sauvan qui est plus en disco-punk? Oh non! Je suis le cyber-hacker. C'est fantastique. Les Max Headroom. Alors oui, c'est le côté Max Headroom de Sauvan. Alors Sauvan, toi, tu vas nous parler Alors, moi, d'une recette un petit peu particulière, semble-t-il. On va dire qu'aujourd'hui, je vais pratiquer du hacking alimentaire. Waouh. C'est un peu couillu de dire ça, mais c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire des wings de poulet 100% Sans poulet. végétales.
C'est ça. Ressembler à ça. Ah ouais. Je vais faire ça à partir de un chou-fleur. Waouh. Voilà. Ok. Des wings de poulet au chou-fleur. Sans poulet. Donc ça ne contient pas du tout de poulet, c'est pour tromper l'esprit. Ouh. Et voilà, je vais essayer de faire ça. J'ai très peur que ça a l'air un peu poussé comme recette, en sachant que ma spécialité c'est couper foutre plus ail. Et de l'ail, hein. Il y en a, sinon je ne peux pas manger, vous le savez bien. Et écoutez, c'est censé se faire en 45 minutes. Alors justement, on va tout de suite lancer et expliquer un petit peu ta rubrique avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette émission. Salut à Cap Pupis, salut Pig Sama 91, Moby Big Dick qu'on retrouve évidemment. Pas mal de monde déjà sur le chat. Alors, donc ton hacking culinaire, quels sont les ingrédients que tu vas utiliser? Explique-nous un petit peu ça, les étapes que tu vas faire pendant tout au long de l'émission. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer une pâte qui va servir à enrober le chou-fleur. Cette pâte est constituée de farine qui est bien dissimulée dans cette jolie boîte, qui était à feu ma grand-mère. Ensuite, j'ai du bon lait végétal. J'ai de l'eau dans le robinet, qui ne veut pas sortir du robinet présentement. J'ai de l'ail en semoule. J'ai du paprika. Ouais. J'ai mes amis le sel et le poivre. Et quand j'aurai fait le tambouillis-tambouilla de cette pâte, je tremperai les morceaux de chou-fleur dedans, je les poserai sur une plaque qui va au four, je mettrai ça 20 minutes au four, et après, je regarde en même temps la recette parce que c'est la première fois que je la vois. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand c'est bon, je fais de la sauce barbecue. Alors, je suis censée la faire maison, mais j'ai triché, j'en ai acheté de là toute prête, dans laquelle je vais mettre du miel. Ce sera la fusion parfaite. Waouh. Et, Oui, au moins waouh. Hein. On est à 2 doigts de la cuisine moléculaire là. Waouh. J'ai pas les mots là, tu vois, si tu m'arraches les mots de la bouche. Et quand les morceaux de chou-fleur seront bien croustifous, je les mettrai dans la sauce barbecue et après encore 20 minutes au four et on va prier pour finir dans les temps, voilà. Bon comme d'hab, tu remues beaucoup dans ta fenêtre pour que Steph te voie et qu'il me prévienne que t'es prête. D'accord, alors vous en faites pas si je perds des accessoires très rapidement, c'est parce que ça tient très chaud et que je ne vois pas très clair avec ces lunettes, double lunettes, tu vois. Donc tu vas nous faire un striptease en même temps. Parfait, écoute, ça va faire monter l'audience, je vote pour. Très bien. Je vais commencer. Allez, c'est parti. Et on n'a pas salué Matt. Si, on a salué Matt. Matt, tu vas nous parler de quoi, toi, tout à l'heure? Je vais vous parler rapidement de Cyberpunk, le jeu le plus attendu de l'année, en fait. D'accord, le jeu le plus attendu de l'année. Et qui est justement dans le créneau dont on parle aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est parfait. Tout de suite, on va lancer rapidement le sujet pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le mouvement Cyberpunk. Très simplement avec 3 livres qu'il faut au moins avoir lu si on aime lire, si on aime les bouquins dans le monde cyberpunk. C'est Le Neuromancien de William Gibson qui commence l'incipit, c'est le ciel au-dessus du port était couleur télé calé sur un émetteur hors service. Je crois que l'ambiance est posée dès le début. C'est l'histoire d'un pirate qui se retrouve dans des situations pas possibles, en train de faire face à un ninja, une IA et des États. Il se promène dans le monde entier. C'est William Gibson. On considère que c'est le pape du cyberpunk. Yann va nous expliquer pourquoi c'est pas totalement le cas. Le père fondateur du cyberpunk, c'est totalement ubuesque, qui se retrouve entre autres dans une station orbitale tenue par des rastas et qui fuit de partout. La station orbitale, pas les rastas, je précise, Stéphane. Donc grand bouquin. Autre évidemment, Norman Spinrad, qui a écrit entre autres Jacques Baron et l'éternité. Alors le pitch, c'est juste totalement c'est totalement d'actualité. Jacques Baron, icône de la télé, redresseur de tort moderne, donneur de coups de pied au cul pour 100 millions de gogos accrochés à leurs écrans tous les mercredis soirs. Et il se retrouve pris en otage par des éco-warriors dans son studio de radio. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'éternité existe? Est-ce qu'on peut l'avoir? Comment? Grand bouquin. Et Bruce Sterling, Les mailles du réseau.
Alors là aussi, le pitch, moi, ça fait rire parce que bienvenue dans les années 2020. Multinationale toute puissante, complot terroriste, réseau informatique, réveil du tiers-monde, ingénierie génétique, retour en force de l'irrationnel, sida, torture, intox, virus, chantage atomique. Voilà. Alors, c'est juste l'actualité, tout ça, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est joyeux. C'est joyeux, oui, mais c'est fou d'imaginer que ce genre de bouquin écrit dans les années 80, finalement, décrit aussi bien notre présent. Alors, en le caricaturant légèrement, c'est le propre de la SF, mais on est on est vraiment dans notre quotidien. Alors, Yann, quelques mots sur ces bouquins. Pour toi, pour le grand public, c'est du cyberpunk. C'est là qu'est arrivé le mouvement cyberpunk par ses auteurs. Et pour toi, pas trop. Alors, oui, tout à fait. Alors, attends. T'enlèves ton masque d'Anonymous. Anonymous. Nous allons connaître le vrai visage de Yann. Voilà. Hein, ça y est, vous savez qui est l'Anonymous. On n'a qu'un seul. Voilà. Alors, oui, en fait, il y a un peu l'ensemble des amateurs de cyberpunk ont tendance à fixer en fait l'origine du cyberpunk sur comment il s'appelle, sur Neuromancien. Oui, c'est sur la ça. parution de Neuromancien De Gibson. Oui, c'est Ouais. ça. En 1984. Alors en fait, Gibson n'invente pas le mot cyberpunk, il invente le mot cyberespace dans son bouquin. Et c'est Bernard Dozois qui va faire une chronique dans, je crois que c'est Washington Post, où il va qualifier le livre de Neuromancien de livre cyberpunk. Donc c'est comme ça qu'on va faire ce début de liaison entre le cyberpunk et le roman de Gibson. En fait, en réalité, le mot cyberpunk est déjà le terme cyberpunk préexiste à Neuromancien. C'est un terme qui est inventé. Enfin, la première fois qu'il apparaît, c'est dans un roman d'un jeune auteur à l'époque qui s'appelle Bruce Becht, qui est musicien et qui écrit une nouvelle qui paraît dans Amazing Story qui s'appelle Cyberpunk, qui est éponyme, donc qui s'appelle Cyberpunk. Et en fait, c'est une nouvelle qui est très peu connue et très précurseur, c'est-à-dire qu'elle décrit vraiment, elle anticipe vraiment ce que sont les cyberpunks. Alors, Donc on est avant les années 84, date de parution du Neuromancien. C'est ça, c'est 82. 82, d'accord. C'est 82 pour Amazing Stories. Et ce qui est très intéressant aussi avec cette nouvelle, c'est qu'en fait, Gibson, quelque part, fait des cyberpunks des Robins des Bois qui vont sauver la planète des méchants corporates, des grandes corporations. Oui, puisque finalement, le truc, c'est on parle d'IA, on parle de réseau, on parle de hackers informatiques et de multinationales dans ces romans. Oui, c'est ça. Mais, et donc, du coup, dans l'imaginaire collectif, alors les Anonymous, c'est justement dont j'avais pris ce masque-là, les Anonymous sont une incarnation contemporaine justement de ce mythe cyberpunk, des hackers qui vont nous sauver des totalitarismes. Et en fait, quand on lit la nouvelle, qui est excellente, de Bruce Becht, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour Bruce Becht, c'est des petits cons, en fait. Et il dénonce, en fait, le fait que des jeunes, c'est un jeune garçon qui finit par avoir un tel pouvoir en hackant le système, qui finit par faire n'importe quoi. C'est-à-dire, et il se retrouve, en fait, il préfigure en fait Kevin Mitnick, littéralement, je dirais, puisque il va. Alors Kevin Mitnick, qui était un des premiers hackers médiatiques, on va dire, ou un premier entre le hacker et le lanceur d'alerte, mais plus hacker. Ça a été, oui, c'est ça, et aujourd'hui quasiment totalement oublié, et pourtant grand bonhomme à son époque. Voilà. Et la nouvelle cyberpunk met en scène ce qui va arriver à Kevin Mitnick, c'est-à-dire qu'il va se faire le héros de la nouvelle de Bruce Becht, se retrouve dans une prison complètement connectée de tout réseau pour éviter qu'il continue à foutre de la merde dans les réseaux. Et ce qui est intéressant et que je développerai peut-être un peu plus tard, c'est qu'en fait les cyberpunk préexistent à Neuromancer. Le mouvement cyberpunk, je dirais, est surtout populaire au niveau littéraire, mais c'est un peu comme si on disait
comment il s'appelle, celui qui a inventé le mot robot, là. Oui, Asimov, on dit que c'est Asimov. Non. Non, mais c'est Karel Capek. Voilà, c'est ça, justement. Voilà. C'est Karel Capek qui invente le mot robot en 1921 dans RUR. Et c'est un peu comme si on disait que Karel Capek avait inventé les robots. En fait, les cyberpunks préexistent. Et en fait, c'est un mouvement à la fois artistique, un mouvement de création et de hackers qui est toujours présent. Et donc, il y a les cyberpunks, c'est plutôt eux qui, moi, m'intéressent beaucoup, parce que moi, j'en fais partie, je me revendique depuis 40 ans d'être cyberpunk. Et quelle est comment est-ce possible alors que tu as 35 ans, Yann? Voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc. Hein. J'ai hacké le temps. Et donc, je te disais, l'étymologie du mot cyberpunk, il y a cyber et punk. Et en fait, cyber, ça vient de cybernétique, et punk, évidemment, ça fait référence au mouvement punk musical, hein, mais à l'origine, c'est un mot du XVIIIe siècle qui désigne un voyou, un petit voyou. Et en fait, les cyberpunks, ce sont des voyous cybernétiques étymologiquement. Et alors donc, je terminerai juste sur cette introduction. Un truc qui me fait jubiler, donc je pose souvent la question dans mes interventions, c'est qui parmi vous, hein, ceux qui nous écoutez là, n'a pas sur son ordinateur un logiciel piraté, de la musique piratée, des films piratés. En fait, vous êtes maintenant extrêmement peu nombreux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la science-fiction avait prévu deux grands courants. Hein. Il y a deux grands courants littéraires en science-fiction, qui est le cyberpunk et le post-apocalyptique. Et coup de chance, le post-apocalyptique ne s'est pas encore réalisé. On aurait pu il y a quelques mois, hein, mais on a évité. Mais par contre, nous sommes à 200% dans une société cyberpunk. Hein, la société nous a tous transformés en cyberpunk. Oui, mais il y a quand même l'idée du rebelle dans le cyberpunk. Tu t'attaches aux deux mots sémantiquement, j'allais dire littéralement, terre-à-terrement, mais il y a ce côté du rebelle contre l'entreprise, contre l'État. Non, ça c'est... Alors, ça, la rébellion contre l'entreprise, tu m'entends toujours? Oui, très bien. Bon, d'accord, non, parce que j'ai mon Mac. On t'entend. On te voit, on t'entend. La rébellion contre l'entreprise... La rébellion contre l'entreprise, contre les méga corpos, hein, c'est le roman. C'est le roman. Ça, c'est la fiction. Dans la réalité, les cyberpunks, ça va dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ça va depuis des artistes. La majorité des artistes qui font de l'art numérique, etc., sont des hackers. Ils hackent les systèmes informatiques. Les musiciens. Hein, le mouvement punk. Dans le mouvement punk, il y a énormément de cyberpunk. C'est-à-dire les musiciens travaillent, hackent, piratent des tas de systèmes musicaux, de diffusion, de création musicale, etc. Et on a l'extrême inverse, c'est-à-dire que les mégacorpos sont des cyberpunks, ce sont des voyous cybernétiques, c'est les plus grands cyberpunks de la planète. C'est-à-dire que ceux qui piratent les systèmes et qui sont des vrais voyous, des vrais bandits, ce sont les services secrets, ce sont les grandes entreprises qui piratent un peu tout. Et puis il y a évidemment les white hats et les black hats. Ça, c'est un peu une évidence. Donc en fait, pour résumer, le mouvement cyberpunk, on a l'image du Robin des Bois à travers les romans et tout ce qui est littérature, ou jeux vidéo ou cinéma. On a la réalité, on va dire, du côté du peuple, qui serait les Taz ou les Ouzad, les zones à défendre, les punks, certaines musiques. Tu me parlais de Chaka Punk quand on préparait l'émission, tu disais que c'était un groupe totalement cyberpunk. Ou les performeurs et les artistes, comme on va le voir avec Otomo, avec La Demeure du Chaos, ou avec le périple qu'a fait Stig. Et puis on a tout ce qui est État et institutionnel, qui sont aussi des énormes cyberpunks. Voilà. C'est ça. Donc trois mouvements. Les plus puissants des cyberpunks de la planète actuellement. Alors Akab, sur le... Ils sont vraiment dangereux. Ils sont, pardon, excuse-moi. Ils sont vraiment dangereux. Ils sont vraiment dangereux, voilà. Alors Akam nous dit que sur le chat, que, eh bien, il est plus le côté punk que le côté cyber. Voilà, et donc je viens de sortir. Et puis Pig
Piggle, j'ai du mal avec son pseudo, Piggle Sama 91 qui vient nous expliquer qu'il sort un track dispo sur Bandcamp. Voilà. Bon, voilà. Donc il y a une bonne discussion sur le chat. Vous pouvez poser vos questions à Yann et à tous les autres, ça vaut le coup. Donc Stig, maintenant moi je pense que Oui. c'est important qu'on parte un petit peu avec toi, un road trip pour comprendre un peu ce que c'est que le cyberpunk au quotidien du côté des artistes et des performeurs. D'accord. Moi, je vais vous amener des années 85 à la fin des années 90 environ, avec les Mutoid West Company, qui était vraiment quelque chose de jamais vu à l'époque. Ils ont commencé en 84 à l'ouest de Londres, et c'était la rencontre de deux personnes, Joe et Rush. Je sais pas si tu l'as en photo là. On va regarder toutes les Euh, photos en même temps au fur et à mesure. D'accord. Et Alors, sinon, pour revenir sur ce que ouais. disait Yann, en attendant que tu trouves la photo, je voulais dire que Mike Pondsmith, qui est un des fondateurs de Talsorian Games, qui a fait le jeu Cyberpunk, quand il en parlait, il disait Cyberpunk 2020, tel qu'il a été fait à l'époque, c'était un avertissement plutôt, tu vois, c'était pas un idéal de société, mais moi je trouve qu'il y avait un espoir dedans, parce que le Cyberpunk, pour moi, c'était l'appropriation de la technologie par la rue, mais sans justement qu'on lui vende quoi que ce soit, tu vois. C'était, à la différence de maintenant, quand tu disais oui, mais la rébellion, etc. Là, on achète enfin, à part pour les films et les musiques dont on parlait qui peuvent être sur les ordinateurs, le reste de la technologie, elle nous est bel et bien vendue, alors qu'à l'époque, c'était plus du savoir-faire qui avait été approprié par le tout venant, par le punk de la rue. Et c'est ce que je croyais à l'époque. C'est ce en quoi je croyais à l'époque. Est-ce que tu as trouvé alors nos mutoïdes? Alors on va tous, on les a. Théo 120 te dit bonjour sur le chat. Salut, Théo. Il a l'air de te connaître, voilà. Ah ouais, je ne connais pas, mais c'est pas grave. Alors, peut-être de l'époque, tu vois. Alors Donc, quelques premières images. Alors là, on y va. Des Mutoid Waste. Voilà. Là, on voit d'abord Joe Rush. Joe Rush, qui est un des deux fondateurs de Mutoid West Company. C'est un artiste punk, un jeune punk, tu vois, dans les années 80 à Londres. Et il bricolait déjà des sculptures. Il avait déjà une esthétique quand même qu'il essayait de mettre en place. Et il a rencontré Robin Cook, qui était un mécano australien, hippie. Là, tu dois l'avoir quelque part en train, voilà, avec son didgeridoo, tu vois, en train de souffler dans un didgeridoo. Et de leur rencontre a été fondée cette espèce de collectif complètement délirant qui est devenu un convoi qui a fait le tour du monde et de l'Europe en s'installant un peu partout dans des friches, etc. Donc, au tout début, ils sont restés à Londres quand même pendant quelques années. Ils sont installés dans la gare désaffectée, gare routière de King's Cross. Ouais. Ils n'étaient pas encore beaucoup à l'époque. Ils étaient, je crois qu'il dit qu'ils étaient 5 hommes, 2 femmes, un chien. Et sa Royal Enfield. Oui, non, parce qu'un cyberpunk a le droit d'avoir des chiens lui aussi, hein, comme les punks. Un chien avec des implants. Des punks un chien avec des implants, Matt, oui, tu as raison. C'était plein de sculptures en cours de réalisation, des sculptures à moitié détruites. C'était un gros bazar, tu vois. Et donc ce squat est resté pendant quelques années là-bas. Alors là, on se croit dans Mad Max. Là, pour l'instant, oui, ça c'est un mutoïde, mais je pense que c'est en extérieur dans un festival ou quelque chose comme ça. Là, c'est un des camions. Ça, c'est un camion crâne qu'ils ont construit et qui est à côté de ce camion. On voit Jay, qui est un ami avec qui justement on a fait le voyage dont je vais vous parler. Ouais. Mais pour l'instant, là, on n'a qu'à rester sur eux un petit peu, sur Emma et Jay. C'est avec eux qu'on est descendu en Espagne. Mais pour résumer, je voulais vous dire comment s'est passé le départ des mutoïdes de Londres. Donc leur squat tenait encore, ils faisaient les premiers rêves là-dedans, ils ont inventé un modèle de fête qui n'existait pas, tu vois, avec des décors complètement délirants, des voitures immergées, des ponts qu'il fallait traverser, des ponts fabriqués, des forêts de tuyaux d'échappement. Il dit que c'était comme vivre dans une installation, dans un décor de cinéma, et c'était le début des rêves. Mais en 89, leur entrepôt a subi plein de pressions policières, c'était le début de la vague de répression sur les travelers et les raves en Angleterre. C'était l'Angleterre de Thatcher. Oui, donc ça plaisantait pas. Oui. Contre lequel ils étaient en lutte. Et donc, ils ont monté ce convoi et ils sont partis en Europe.
Donc, à partir de là, ils vont aller produire leur spectacle dans des zones qu'ils occupent, des usines, des entrepôts abandonnés, des friches, des terrains vagues. Et c'est à ce moment-là qu'on les a rencontrés. Ils sont d'abord partis à Berlin. À ce moment-là, ils ne connaissaient pas encore. Mais nous, quand ils sont passés par Paris, c'est le moment où on a eu la chance d'aller dans la première rave qu'ils ont organisée. C'était les entrepôts des NMPP dans le 18e, Ouais. qui était un endroit abandonné qu'ils ont squatté pour y faire une grosse rave qu'on a filmé. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de partir avec eux, avec le convoi. Et l'idée était de descendre à Barcelone pour s'installer sur le terrain qui allait être construit pour les Jeux Olympiques de l'époque, tu vois. Ouais, c'est fou. Donc, on était un convoi d'au moins, je dirais, une quinzaine de gros véhicules, des camions de toutes sortes, traînant des remorques surchargées de pièces métalliques, de complètement bricolées. Par dingue. exemple, les essieux sous les camions étaient ressoudés par leurs soins et maquillés avec de la peinture fluo pour passer inaperçu. C'est-à-dire que, tu vois, d'être si voyant et si incompréhensible pour les gens qui ne les connaissaient pas, a permis de passer à travers bien des situations difficiles, tu vois, de contrôle de police ou des choses comme ça, parce qu'on a mis 15 jours pour descendre de Paris à Barcelone, c'est quand même un petit peu un record au niveau vitesse, parce que avec tout ça, tous ces camions, on s'arrêtait sur toutes les aires de repos des autoroutes, et plusieurs des mutoïdes décidaient alors de démonter certains leurs camions, d'autres de travailler sur des morceaux de sculpture ou quoi que ce soit. Typiquement ce qu'on voit là. Alors ça, c'est à Berlin. C'était avant qu'on les rencontre, mais ils avaient, tu vois, je crois que c'est un MiG. Hein, c'est Oui, c'est un MiG dans le ciel, oui. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'était à eux, tu vois. Ils travaillaient avec eux des morceaux de MiG. Quand on est arrivé à Barcelone, sur le terrain donc où allait être construit quelque chose pour les Jeux Olympiques, on avait fait un cercle qui était fait avec que des nez d'avion. D'accord. Donc, en fait, ils avaient avec eux toute une flotte de véhicules militaires aussi, à partir et de motos et de choses comme ça, à partir desquels ils créaient des véhicules fonctionnels qui crachaient le feu. Et entre autres, on avait des lance-flammes. Quand on est descendu c'était avant Elon Musk qui a sorti son lance-flamme, oui, c'est ça. On avait des sacrés lance-flammes. Et comme on faisait des prises de vue avec eux, tu vois, on voulait filmer la descente vers l'Espagne, on s'arrêtait des fois. Il y avait une station-service, il y avait un pont qui passait au-dessus de l'autoroute et dans lequel on faisait une prise de vue où tu avais des mutoïdes qui montaient les escaliers avec des lance-flammes et qui se jetaient à genoux comme ça avec les lance-flammes sur le pont. Et de temps en temps, passaient des clients de la station-service. Et c'était assez drôle parce que vraiment, c'était la 4e dimension, quoi. L'araignée qu'on voit. L'araignée, eh ben, je pense que c'est Lucie qui est sur cette araignée. C'est Alors, une araignée qui... Elle est aussi Lucie, on la revoit là, par exemple. Ouais. Alors Lucie, cette dame vraiment à cœur. est une comtesse. Ouais. Non, c'est pas elle la comtesse. Ah, pardon, je mélange tout. Qui est Lucie. Lucie est quelqu'un de très important dans les mythoïdes aussi et qui, pour moi, était quelqu'un que vraiment j'ai à cœur, qui s'appelle Lucie Wisdom et qui était une mutoïde qui était une mutoïde centrale, c'était une amie de Nina Hagen, c'était vraiment quelqu'un de très central aux mutoïdes et elle a eu un problème de santé, donc à un moment elle a quitté les mutoïdes et elle est partie en Australie d'abord, à Brisbane, puis à Bali. Et là, elle a découvert le problème que vivent les orangs-outans là-bas avec ils sont décimés, donc elle a fait une fondation pour les sauver, une fondation qui a duré au moins 10-15 ans, malgré ses problèmes de santé. Tu vois, elle a réussi à rester à s'occuper de cette fondation pendant 10-15 ans, où elle était trapéziste aussi. Donc, tu vois, ils prenaient des bébés orang-outans qui avaient perdu leur famille, leurs parents, et ils les élevaient, et elle leur apprenait à se déplacer d'arbre en arbre, en tant que trapéziste, tu vois. C'était quelqu'un vraiment de formidable. Et la blonde avec l'immense, ça doit être un lance-flamme justement qu'elle a. Oui, ça, je sais pas s'il marchait celui-là, mais franchement, la plupart des accessoires et des véhicules qu'ils construisaient marchaient. Et d'ailleurs, je vous incite à chercher sur Google, taper Mutoid West Company et en vidéo, vous allez voir plein de choses. C'est assez rigolo, quoi. Généralement, il y a du feu, cette voiture immense. Du drumming, c'est-à-dire. Je ne sais pas si c'est un lance-flamme, mais on dirait un BFG dans Quake. Oui, c'est assez fou. Là, donc, cette voiture qui rebondit.
Eh ben ça, elle rebondit pas, elle est perchée. Alors leur grande spécialité, ce C'est qu'on une appelle les douche, car henge, ça c'est une beetle, je crois, non? Ça Ouais, s'appelle une c'est une Dutch. coccinelle ou une deux chevaux, ça? Ah oui, une coccinelle peut-être, ouais. ouais, Je suis trop ouais. nulle en voiture, mais bon, pour te dire, moi, à un moment, j'ai failli acheter une voiture à elle qui, je crois, était une Rover quand elle était à Paris. Je vous la voulais parce qu'elle avait une énorme bouche en plâtre à l'avant, tu vois. Je Bah oui, connaissais je pas ses comprends tout de suite. performances en temps automobile, mais par contre, j'étais bien séduite par son aspect. Donc, ça, c'est en Australie, par contre, parce que les mutoïdes, après avoir descendu jusqu'à Barcelone et où nous, on les a quittés à ce moment-là, ils sont partis en Italie, ils sont installés, ils ont fait une base permanente qui a duré quelques années, un endroit qui s'appelait Sant'Arcangelo de Romagna, dans Ouais, une carrière. Et à ce moment-là, la partie australienne, c'est-à-dire Robin Cook et d'autres gens, sont retournés en Australie et ont aussi fondé quelque chose de leur côté, tu vois, qui s'appelle d'accord. Mutonia. Et c'est eux qu'on a retrouvés en 2000. On les a pas vus donc pendant tout plein d'années, Ouais. entre 90 et 2000. Et là, on est allé à une grosse rave en Australie pour passer le passage en 2000. Et on a découvert que c'était eux qui faisaient tout ce qui était décor, accessoires, véhicules, etc. Ça a été comme si on les avait Alors, jamais quittés. cette tête Robin a de... redonné Ouais. une caméra à Pascal et lui a dit vas-y, filme tout ce qui se Et passe. il est parti Donc, filmer comme ça, ouais, il est direct. parti filmer le Ah, passage en 2000 comme ça, ouais. cette voiture crâne, Ah oui, parce ça que là, on c'était est dans les Mad Max premières. avant l'heure. C'est dingue, quand même, ce qu'ils ont fait. Oh, mais alors, de toute façon, tous les véhicules sont spectaculaires. Et un des premiers qu'ils avaient fait, un des premiers véhicules qu'ils avaient fait était une voiture crâne comme ça, qui a été détruite par les autorités dans quelque chose qui s'appelle le Binfield Battle, qui est bien connu du mouvement Travelers et Rave en Angleterre. Ouais. Ça fait partie des raisons de leur départ, etc. Et je vais te dire une citation de Joey Rush que j'ai trouvé sympa et qui est, je trouve, très appropriée. Ouais. Il a dit des années après avoir fondé Mutoid West Company, j'ai lu l'électrique poulet d'acide test de Tom Wolfe. J'ai alors réalisé que nos aventures descendaient tout droit du premier acide de Ken Kesey. Et je trouve que c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce qui étaient les Merry Pranksters des années 70 avec le Blues Further, tu vois, et les années 90 ont pondu ce qu'on voit délirant, qui n'avait pas d'autre but que de porter, tiens, ça c'est un car henge dont je te parlais. Car henge, c'est comme Stonehenge, tu vois, mais c'est avec des voitures. Et ils l'ont refait plein de fois à Glastonbury C'est et fou, dans plein d'endroits. Regarde-moi cet engin. C'est des gens qui avaient un talent délirant. Ouais. Alors, sur le chat, ça Ouais, bouge. justement, Pardon, excuse-moi, rapidement. Sur le chat, ça bouge. On a typiquement Théo120 toujours qui dit moi, j'étais à Molitor. Je peux vous dire que la teuf, c'était bien mieux avant. Maintenant, il n'y a que des petits bobos. On a perdu l'esprit de la teuf. ACAB, Patatec. Voilà, je pense que tout le monde comprend. C'était bien. Hashtag Non, ACAB, mais hashtag Molitor, je vois bien Patatec. ce que Ouais. Ouais. Steph. Ouais, non, je voulais demander à Stick, parce que tout ce qu'on voit là, tu l'as pas vraiment exprimé, mais tout ça, ça relève, c'est quoi? C'est une démarche artistique à la base, ou c'est vraiment Oui, un mode de vie, ou c'est vraiment c'est les deux. simplement un C'est-à-dire, délire? C'est des gens qui ont décidé de passer leur vie, ou au moins de donner un moment de leur vie à vivre leur art de façon complètement ouverte, originale, extrême, tu vois, sans rentrer chez eux le soir, mais en étant nomades et en allant apporter leur spectacle et leur sculpture et rencontrer des gens partout où ils pouvaient. Parfois, certaines villes acceptaient, tu vois, qu'ils viennent s'installer, comme par exemple l'emplacement là pour les Jeux Olympiques à Barcelone, c'était autorisé qu'ils s'y mettent, mais sinon ils occupaient des entrepôts abandonnés, ils occupaient la carrière à Sant'Arcangelo. C'était vraiment créer un mode de vie à la Mad Max. C'est des gens qui étaient en rupture de société, vu ce qui se passait en Angleterre dans leur squat de King's Cross. Ils ont bien raison, tu vois, de partir faire cette aventure complètement délirante, quoi. Et pour conclure, encore une chose, pour vous dire ce qu'ils ont fait depuis. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas fini ni dans l'oubli, ni dans la mort, ni dans des plans glauques. Joey Rush a été chargé de faire la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques plutôt de Londres. Donc du coup, il y avait tout plein de chars, genre comme Burning Man qui défilaient avec des gens comme Rihanna dessus. Enfin, ça a été la façon dont le grand public a pu, je dirais pas s'approprier les méthodes loin de là, mais les intégrer dans quelque chose
commercial hein, et en même temps festif. Et ils n'ont pas perdu Parce que pour autant trop leur âme à partir du moment où ils sont devenus plus commercial. ils sont, par exemple, Emma, dont on parlait tout à l'heure, Emma qui était un personnage vraiment rigolo, c'était une jeune comtesse anglaise, tu vois, Ouais. qui est devenue trapéziste avec les mutoïdes. C'est une fille vraiment délirante. Elle m'a appris à cracher comme un serpent, j'ai jamais dit à le faire, tu vois. Je vous montrerai un jour. Yann écoute Genre- doctement tout ce que tu expliques. Démonstration, s'il te Non, plaît, mais Stig. pas tout de suite, parce que tu vois, je vous parle beaucoup, donc j'ai la bouche sèche. Il faut avoir du coca en plus pour faire ça, parce qu'il faut réussir à. Tu bois du coca, ça te fait saliver, tu bouges tes conduits de salive sous la langue et tu relâches en propulsant et tu fais 2G comme un serpent, comme ça. C'est très. C'est très technique. Ça doit être Ouais, impressionnant. c'est très technique, mais c'est chouette. Donc, j'ai vu qu'elle est restée trapéziste, tu vois, et elle vit maintenant, je crois, en Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça. Mais pour dire, les gens ont continué leur vie après les mutoïdes. Il y a un moment, il a bien fallu que, au moins, et aussi, il y avait un turnover, tu vois, le groupe se défaisait. Il y avait des gens qui étaient dans les mutoïdes, qui étaient aussi en même temps dans Archaos, Ouais. dans la Fura del Baos. On a Tu vois, perdu, donc, excuse-moi, on a perdu Sauvan. Si Sauvan peut revenir, attends, on va essayer de la faire revenir. Excuse-moi. Demandez à démarrer la vidéo. On te revoit, Sauvan. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On te retrouvait pas, Sauvan. Dis-moi tout. J'ai été avalé par les cyberpunk. Non, je rigole. Pardon, excuse-moi, j'ai du mal. Non, en fait, Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai enfourné ma première tournée de chou-fleur, wings, poulet, faux poulet, pas du poulet. Alors, Là, je refais de la pâte. Tu fais de la pâte, d'accord? Parce que, tu vois, il m'en reste. Ouais. Voilà, donc ça, je fais de la pâte encore. Je vais faire une autre fournée après en caméra. Et là, j'ai fait, regarde cette très belle sauce barbecue. Regarde comme elle est belle. Ouais. Ouh. Là, c'est une sauce barbecue fumée avec du miel de fleurs et de l'ail. Parce que l'ail, c'est la vie, je le répète, je le dis, voilà. Donc, je peux te montrer la tête de nos amis, Les wings au faux poulet. Attends. Oh là, c'est technique ce que je fais. Oh, geste technique. Et oui, bonjour, bienvenue. Alors, attention, j'approche. C'est le bordel chez moi, faut pas faire gaffe. C'est ce qu'on découvre, ouais. Alors, voilà les bébés. C'est crédible, hein? Oh. C'est en train de cuire tranquillement. Ensuite, ce sera trempé dans la sauce barbecue, puis dans la panure qui est là. La petite Alors, panure. le chou a naturellement la couleur du poulet ou c'est la panure qui fait qu'on y croit? En fait, le chou, il est tout blanc, mais ma panure prend une teinte légèrement, tu vois, Ouais. un peu orangée, parce que je mets des épices dedans de type... alors attends, je rebranche mon téléphone si j'y arrive. Je mets des épices, genre du paprika, mais là, j'ai triché, en fait. J'ai mis des vraies épices à barbecue que j'avais acheté quand j'étais allé au Texas. D'accord. Waouh. Et ça donne Bon, attends, à propos du Texas, on peut voir tes aventures texanes sur ta chaîne YouTube, précisons-le Et quand oui, même. c'est pour ça que j'en parle. Allez Bah, voir les vidéos du Texas sur ma Bah chaîne oui, YouTube. elles sont fantastiques. Je fais du tir, je fais de l'aquarium, je fais le ptérodactyle, il se passe 1 milliard de choses en 18 minutes, c'est impressionnant, je vous invite à découvrir cette vidéo. Je confirme, il faut aller la voir. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans YouTube, vous tapez Sauvan et les internets Texas, et ça devrait très bien se passer. Voilà. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Voilà, donc je continue à faire de la pâte, écoute, en attendant... D'accord, bah écoute, je te remercie. On retour rapide avec Stig sur les mutoïdes et l'aventure mutoïde. Donc aujourd'hui, à ta connaissance, le mouvement mutoïde est mort, il continue, il s'est disséminé? Je n'oserais pas dire qu'il est mort, ça serait quand même un peu triste. Je dirais que peut-être d'autres mutoïdes que je ne connais pas continuent à faire ça dans des coins. Tu vois, j'espère que tout n'est pas balisé, fermé. On perd la liberté là actuellement avec les problèmes. On peut plus respirer dehors normalement sans que. Donc j'espère quand même qu'il y a des gens qui peuvent continuer à s'emparer de l'esprit d'aventure et de artistique cyberpunk comme ça, délirant pour continuer. Je sais que si vous voulez savoir ce que devient Joey Rush, vous pouvez aller voir son site internet, il y a beaucoup de choses. Il a fait quelque chose qui s'appelait Tate Britain, je crois, ou quelque chose qui était une expo un peu plus classique. Il continue quand même, je suppose, à
toute sa vie d'artiste ne peut pas comme ça s'arrêter juste parce qu'il n'y a pas les mythoïdes de l'origine. C'est ça, comme l'a dit Donc, Stéphane tout à l'heure, c'est un mode de vie et en fait, être performeur, c'est un état d'esprit. Leur vie est une œuvre d'art. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas forcément toujours réussi, mais ça a le mérite, tu vois, d'être original. Et sincère, oui. C'est c'est rare. Par exemple, quand il jouait de la musique, tu vois, on peut pas dire que c'était une grande réussite musicalement. C'était une espèce de blues pourri avec des gens portant des collants rayés, certains les portant sur la tête avec des lunettes, tu vois. Tout Ouais. ça avec des bidons, comme si c'était les tambours du Bronx, mais sans avoir de, de sens rythmique autre que Ouais. la bonne volonté et l'enthousiasme, tu vois. Ouais. Et avec ça, il te faisait 3 heures de concert, quoi, tu vois, perché sur une montagne de détritus, quoi. Ils étaient capables de beaucoup de choses. Alors, Matt, moi je voulais avoir ton avis. Tu traînes beaucoup, plus que traîner d'ailleurs, dans la musique. C'est un des endroits où tu t'épanouis. Tu croises des cyberpunks dans la musique aujourd'hui? Oui, oui, il y en a toujours, hein. Il y a toujours des gens qui travaillent notamment sur les instruments, à les changer, à les trafiquer, etc. Moi, il y a un truc pour les plus jeunes auquel je pensais, c'est qu'on ne se rend pas compte à la fin des années 80, justement, tout ce mouvement des travelers, des raves, comme il a été important en Angleterre, quoi. En France, on l'a eu très peu. Et ça a été un truc vraiment énorme en Angleterre, hein. Je crois que les Les Français Spiral se Tribe. rendent pas compte. Les plus jeunes se rendent pas compte. Les mutoïdes faisaient aussi partie de toute cette Ouais. mouvance, mais ça a été un changement sociétal en Angleterre, hein. Ça a été énorme. Et ça a été un réveil, c'est ça qui s'est disséminé après dans d'autres pays au fur et à mesure. Mais pour toi, dans la Voilà. musique, ils sont toujours là. Des expérimentateurs sont toujours là et cet esprit a évolué. Oui, oui, oui. Ça Bon, sent pas là, la poussière, quoi. oui, oui, oui. Après, ben justement, moi, je cherche un peu les artistes qui justement essaient d'aller plus loin, les nouveaux instruments, etc. Il y a des choses qui se passent avec l'intelligence artificielle, il y a, notamment avec les chanteurs virtuels, hein. Oui. Il y a une chanteuse virtuelle qui fait des très grandes salles, une chanteuse asiatique qui fait des très grandes salles en France, qui a un très gros public. Il y a des gens qui essaient en ce moment de justement faire composer des machines. Il y a eu d'ailleurs un festival avec un Pour jury qui a l'Eurovision, voté pour les meilleures chansons, oui, une sorte d'Eurovision, mais avec la Albertine musique Mounier. générée, Drôle par de des lapin. robots, quoi. C'était Voilà, par Drôle de lapin. l'intelligence Tu vois artificielle. ce que c'est, Pardon? Drôle de lapin? Est-ce que tu vois ce que c'est le morceau Drôle de lapin? Je ne m'appelle pas Drôle de lapin. Non. Je vous encourage à trouver ça. C'était dans l'Eurovision des IA, là, tout récemment. Oui, voilà. Ouais. C'est l'Eurovision des IA dont je parlais. Ouais. Ouais. Donc il y a pas mal de recherches comme ça. Je D'accord. pense que pour moi, le prochain mouvement, il n'y a pas eu de mouvement pratiquement. Bon, il y a eu la trappe, mais pour moi, c'est pas un mouvement qui a changé les choses comme le rap ou la techno. Mhm. Mais je pense que le prochain mouvement viendra probablement de nouveaux instruments, quoi. C'est un peu ce que j'attends. De nouvelles interfaces et notamment une manière de mélanger le corps, enfin de faire de la musique avec son corps, avec des interfaces. Je pense que voilà, j'espère qu'il y a des petits jeunes qui vont arriver et que ça fera quelque chose de nouveau, quoi. Bon, bah, en tout cas, ouais, en tout cas, tu confirmes qu'ils sont toujours là. Yann, je voulais, avec toi, aborder un autre aspect autour de ce mouvement cyberpunk. On a vu le road trip un petit peu de Stig. Tu es là, tu es dans ton nouveau muséum, Ouais, probablement. je suis là. Tu es chez toi, perdu dans le virtuel ou physiquement présent? Vous me voyez ou pas là? Oui, on te voit bien. Oui. Alors attends, avant qu'on fasse le tour avec toi en totalité, je te propose qu'on regarde rapidement ce qui se passe avec Sovan. Et avec toi, tout de suite après, on va faire un tour dans la Maison du Chaos et dans tous ces mouvements. Très rapidement, Sovan, retour Sovan. Rebonjour, comment allez-vous? Bonjour. Alors que se passe-t-il là? Ta pâte est faite? Alors, tu vois, là, je suis en train de faire du couper-foutre parce que ça me manquait trop. Alors, j'ai pris les choux-fleurs et je les ai jetés nonchalamment dans le grand bol de pâte. Et je Ouais. mélange en attendant la fin de la cuisson qui devrait être à 18h55. Voilà, Eh ben écoute, j'attends. on surveille et on te retrouve à 55. Alors tranquillement et tout de suite on retourne avec Yann en attendant.
si Pas ça, de souci, si ça te va. Ça me va très très bien. Eh bien, tout à l'heure, Yann, retour avec Yann. Et on va développer avec toi un petit peu tous ces autres aspects, justement, autour du cyberpunk. Alors là, on te voit où, Yann? Euh, alors, attends, je vais changer de caméra. Là, on te voit bien, ouais. Ouais. Tu es Moi, dans, tu étais dans ton nouveau muséum, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Enfin, là, je suis dans mon nooscaf, Oui, qui est ma machine qui sert à voyager et à explorer la noosphère, puisque je oui. suis un noonaute, D'accord. c'est-à-dire un explorateur de la noosphère. Alors attends, j'ai enlevé le nom J'ai mis le tien, en effet. J'avais laissé celui de Sauvan. Voilà, donc on est bon. Donc explorateur de la noosphère, noonaute. Explique-nous ce vocabulaire et puis après on va regarder un petit peu deux, trois Et éléments que là, tu vas nous commenter. non, il y en a pour des plombes si je commence à expliquer les noonautes et la noosphère. Mais en gros, pour faire rapidement, le cyberespace, c'est l'espace informationnel qui englobe l'humanité depuis ses origines. D'accord. Et il est rationnel, il est mesurable. Par exemple, la conversation que nous avons là actuellement, elle est dans le cyberespace, mais les bibliothèques font partie du cyberespace dans le sens littéral. Le mot cyber, ça ne décrit pas seulement, dès son origine par Norbert Wiener, ça ne décrit pas seulement les machines, les robots ou les réseaux. C'est Norbert Wiener le dit clairement, hein, ça concerne aussi tout le vivant. Tout le vivant D'accord. a une relation cybernétique, Bon, informationnelle au monde. Et selon donc, le Larousse, c'est la science de l'action orientée vers un but, fondée ah, sur je t'ai pas l'étude des entendu. processus de commande et de communication chez les êtres vivants dans les machines et les systèmes sociologiques et économiques. Je pense que tu valides dans le Larousse. Ce que j'ai trouvé sur le Larousse, Matt, justement sur la cybernétique. tu deviens Et ça, lumineux, que ce soit dans ton vocabulaire ou dans Ah, je ton suis désolé, cadre. c'est... Non, non, mais c'est bien, le soleil apparaît. tu illumines l'émission. Bon, excuse-moi, Yann, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est bien, C'est vrai c'était que- utile, c'était utile. C'était très bien comme intervention, J'ai ouais. entendu que tu avais pris la parole, mais c'est excellent. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, nous parlons dans le cyberespace. Et la noosphère, c'est un espace métaphysique, c'est-à-dire en dehors de la physique, qui a été inventé, on va dire en gros, par un prêtre jésuite qui est Théard de Chardin. Donc on rentre complètement dans l'irrationnel mystique. Alors je ne vais pas faire des détails. Moi, je suis pas religieux. Je suis pas dans le même trip que Théard de Chardin, qui était donc chrétien. Mais par contre, il a une intuition absolument géniale qui va rejoindre paradoxalement celle de Richard Dawkins, qui lui est un comment on va dire, créationniste radical, mais qui invente le mot même. Et en gros, les deux se rejoignent sur une intuition, c'est que pour Théard de Chardin, la sphère informationnelle qui englobe l'humanité actuellement, ce n'est pas nous qui la créons, c'est elle qui nous crée. C'est-à-dire, c'est une entité vivante. D'accord. Après, il part en live et il dit c'est le Christ. Alors là, moi, je m'arrête juste à ce niveau-là. Mais déjà, l'idée que la noosphère, qu'il y aurait une sorte d'entité vivante informationnelle qui chapeauterait l'ensemble de l'espace informationnel de l'humanité, je trouve que c'est une intuition extrêmement pertinente, surtout quand tu es un auteur et un artiste, parce que tu es constamment en connexion avec ce truc-là. On peut parler Et d'égrégore déjà- quasiment alors. Hein On pourrait parler d'égrégore. Ah oui, alors non, alors là tu bascules. Alors là tu bascules carrément dans le. Effectivement, tu as complètement raison, mais alors là, si on barre dans les égrégores, on va terminer l'émission là-dessus, quoi. Vers minuit. Vers minuit, d'accord. Je Bon. ne juste pas aller dans les égrégores, mais t'as pas tort, hein, et les golems, etc. C'est une longue histoire aussi. Mais en gros, pour revenir ne serait-ce que sur Théard de Chardin et Richard Dawkins invente les mots mêmes, et pour le Richard Dawkins, les idées et les concepts sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se reproduire. D'accord. Donc les deux vont se rejoindre, et donc un noonaute, moi, je suis un explorateur, et tous les artistes, en fait, en réalité, c'est une autre façon de dire les choses, mais tous les auteurs, tous les artistes, tous les écrivains, et même les ingénieurs, tous les chercheurs, explorent la noosphère. Bon, Seuls bah les voilà, donc on comprend où tu es. Cette digression était utile et indispensable. Je pense que Stéphane, c'est beaucoup plus clair pour toi aussi. Ah ben clairement, ouais, je sais pas ce que vous filmez tous, mais j'en veux bien, hein, ça a l'air d'être bon. Quand est-ce qu'on va dans le No Muséum Alors, attends, on va lancer Là, on va commencer par aller dans la maison du chaos. Après, on va parler avec Otomo. On va écouter Otomo. Et on va finir avec des vaches qui se font broyer par des machines aux États-Unis. Et Yann va nous expliquer tout ça. En quoi tous ces mouvements. Ah, pardon, je vais trop vite. Ouais, tu Excuse-moi. vas trop vite parce que
Donne-moi 5 minutes, là, une petite balade dans le No Museum. Tu as raison, c'est le moment. Je te prie de m'excuser. Et après, on ira voir Sauvan après ça, après ta balade dans le Nouveau Muséum. Vas-y. On fait un essai, je partage l'écran. Ouais. Et voilà. Et l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah non, alors attends, je vais réactiver le partage d'écran. Mais c'est bizarre cette histoire de partage d'écran, hein, parce que je ne me souviens pas de l'avoir désactivé pourtant. Ah, mais il faut constamment se battre contre les robots maintenant. Alors, comment on peut réactiver un partage d'écran que je n'avais pas désactivé? C'est une catastrophe. Sécurité, voilà, partage l'écran. C'est bon. Alors, on fait un Ce essai sont pour les voir aléas si du direct. j'y arrive. Donc, je vais vous partager le No Museum. Voilà. Commencer le partage d'écran. Voilà, donc. Oui, ça marche. Ça marche? Ouais. Oui, Alors, vous me dites si c'est fluide. Pour le moment, oui. c'est pas mal. C'est plutôt Pas bien. mal. Ouais, c'est plutôt D'accord. pas mal du tout. Ouais. Alors, on va aller visiter. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit. Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que le mot cyberpunk est inventé par un auteur qui s'appelle Bruce Becht dans une nouvelle qui s'appelle Cyberpunk, que j'ai mise là. La voici. Qui Mhm. est paru dans Amazing Stories. Voilà, c'est Bruce Becht. Ça, c'est la photo de Bruce Becht à l'époque. Et donc, ensuite, on a Neuromancer, etc. Et alors, je vais juste avancer, faire un petit raccourci historique. Donc, Non, mais c'est important, tu as raison. Excuse-moi. Ah. Donc, on reconnaît nos amis Anonymous au passage. ça va? Très bien, très Oui. bien. Ça fonctionne. Très bien. Alors là, je m'arrête à un des précurseurs vraiment du cyberpunk, c'est-à-dire que longtemps avant 1984, hein, donc là, ça date de 1978 hein, quand même, c'est vraiment un personnage emblématique, c'est Mark Pauline, qui fonde le Survival Research Laboratories. Oui. Et il fait des performances où il fait se battre des machines entre elles. Et c'est très intéressant quand on écoute le discours de Pauline, c'est qu'en fait, il travaillait dans un département d'une société privée qui bossait pour l'armée américaine et qui fabriquait des espèces de robots sommaires qui servaient de cible à l'armée. Et en fait, il a développé, pour résumer, une sorte d'aversion libertaire radicale contre l'establishment, le système, les institutions, les machines. Et en gros, toutes ces constructions sont là pour... toutes ces performances, quelque part, sont une revendication qu'on va retrouver d'ailleurs chez les mutoïdes, qu'on va retrouver chez les cyberpunks contemporains, etc., qui est à la fois une dénonciation comment on va dire, du totalitarisme des technologies et des machines, et en même temps comment on va dire, une fascination artistique et créative autour de ces machines. Ah Donc bah, là, pendant que tu nous l'expliques et que tu développes, j'ai divisé l'écran, donc on te voit à la fois dans ton nouveau muséum et on voit quelques vidéos de ces fameuses machines qui se battent entre elles avec des têtes d'animaux. C'est particulier comme monde quand même. tout à fait. Et Tout à fait. Bah là, je conseille d'aller regarder les films de Mark Pauline. Hein. C'est des robots. Hein. En fait, c'est pour ça qu'il est vraiment cyberpunk. Hein. C'est un punk, c'est un voyou cybernétique qui va détourner les technologies. Et d'ailleurs, il va se faire dans ses performances spectacles. Alors, il y en a d'autres hein, qu'on connaît, d'autres cyberpunks qui sont beaucoup plus intégrés. Comme a dit tout à l'heure Stig, hein, ce qui se passe, c'est que, et ce qui a été évoqué par Stéphane, c'est que les cyberpunks ont été extrêmement précurseurs du monde dans lequel on est, et l'histoire les rejoint, l'histoire les retrouve. Les Royals de Luxe, par exemple, dès leurs origines, avaient une démarche cyberpunk similaire à Mark Pauline, comme Archaos, qu'a cité aussi Stig le Grand. Et là, donc, il fabrique des machines, il fait des performances, et en fait, il s'est fait griller de San Francisco. Il a été interdit de mettre les pieds à San Francisco parce qu'il il respectait pas du tout les règles de sécurité quand il faisait ses bagarres et ses combats de machines. Et il y a des débris qui ont voltigé. Enfin, il a affolé complètement les pompiers et la police de San Francisco à une de ses performances, ce qui fait qu'il s'est fait interdire de San Francisco. Carrément, Il a même perdu des doigts dans ces affaires-là parce qu'il s'est fait Absolument. exploser la main. Il s'est fait exploser la main droite Ouais. avec de l'explosif, comment on va dire, de l'explosif solide. Mais juste pour anecdote, Royal Deluxe faisait des choses un peu similaires dans les années 80. Il y avait une partie du groupe de Royal Deluxe qui était rue Lasson, où il y avait un squat loft là, rue Lasson.
Et de temps en temps, il faisait des essais à 1h du matin pour voir comment un frigo explosait, par exemple. C'était comme Gaston Lagaffe, les pompiers du 12e, chaque fois qu'on les appelait d'urgence, ils venaient directement rue Lasson pour voir. D'accord, donc 79, 80, combat de robots, combat de machines, discours des gens anticapitalistes. Quand on va voir les vidéos, on mettra les liens sur onfaitsalon.tv. Ils parlent de faire sauter la banque, hein, de brûler la banque. Tout à fait, tout à fait. Et alors, je continue pour aller vite. Il y a aussi le milieu de l'art vidéo, de la vidéocréation, Fluxus en particulier, qui ont des stratégies cyberpunk. Alors là, j'ai mis en exergue les Woody, Stena et Vasulka, parce que quand je les ai rencontrés, Woody m'avait raconté que alors c'est eux qui ont fondé la Kitchen à New York, qu'ils allaient récupérer dans les dépotoirs de l'armée américaine des pièces d'ordinateur pour fabriquer leurs dispositifs et leurs premières installations d'art vidéo. Là, je voulais absolument vous le raconter parce qu'il m'a total éclaté, il m'a toujours éclaté d'ailleurs. C'est un mec génial parce qu'il n'est pas passé par la violence d'une certaine façon, c'est Nam June Paik. Et Nam June Paik a créé un robot en 1963 qui s'appelle le K456, hein, le voici. Ouais. Il l'achète dans les rues de New York, il le lâchait dans les rues de New York et le robot déclamait des textes de John Fitzgerald Kennedy tout en faisant des crottes. C'est-à-dire, il faisait des crottes de robots. En fait, c'était des... Et alors, il a tué son robot. C'est-à-dire, il y a vraiment un acte cyberpunk total chez Pike. C'est quand, je crois que c'est en 82, je crois, il faudra vérifier. Il a jeté à l'angle près du... Voilà, il a jeté son robot sur une voiture. Et donc, il a assassiné K456, qui était téléopéré, hein, qui était radiocommandé. Et donc, ça a été le premier assassinat. Oui, c'est le premier roboticide de l'histoire, alors, en fait. Ah, c'est ça. C'est le premier roboticide par un artiste lui-même de son robot. Alors, je continue la petite visite. Alors, justement, je fais un petit détour chez les mythoïdes parce que j'ai quelques images, ce qui me permettra d'y arriver. C'est-à-dire que j'avais été invité avec notre groupe Cyberesthésie au Totem à Nancy, qui était une des grandes friches cyberpunk pour moi, extrêmement active, et qui avait invité, qui connaît bien, donc qui était dirigé par Otomo, et qui avait invité les mythoïdes, donc Joe Rush en particulier. Et donc lorsque moi j'y exposais, j'ai eu la chance de voir leur magnifique et incroyable Dog, hein, je ne sais plus comment ils l'appellent d'ailleurs, Dog Head, ouais. Voilà, et qui est magnifique à voir, hein, qui est très impressionnant. Donc là, c'était juste la partie sur les mythoïdes, mais on va aller voir aussi un précurseur, hein, des cyberpunk avant Stellark. Bien évidemment, hein, c'est Stellark. Alors je vais pas m'étendre sur Stellark parce que c'est quand même une star de l'art numérique et de la cyberculture. Et donc il a énormément d'œuvres et de performances qui mettent en scène donc le mélange humain-machine, qui est un des mèmes les plus forts du cyberpunk. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler d'Orlan. Hein, c'est-à-dire que Orlan a été aussi précurseur des body modification, du transformation du corps, et elle a pas mal transgressé. Hein, c'est-à-dire faire ça était quand même à l'époque une énorme transgression. Donc c'est les implants sous-cutanés là, c'est la transformation de son corps en œuvre d'art. En œuvre d'art. C'est ça. Donc la chirurgie esthétique, les body modification, comme étant un dispositif de création artistique. Et en fait, alors pour resituer ce qui se passe, c'est que tous ces mouvements-là sont nés d'une révolution culturelle qui a eu lieu aux États-Unis, en Amérique du Nord, Canada aussi, entre les années 70 et 90. Cette révolution culturelle a été un premier feedback avec les penseurs français. Comme on a influencé cette révolution avec Foucault, avec Baudrillard, avec Damasio, etc. Et ça nous a renvoyé un énorme mouvement qui s'est formalisé à travers les body modification, le cyberpunk, les LGBTQI+, les body mod, le BDSM, les transhumanistes, qui tous revendiquent une même chose, l'élément commun, hein, comme je l'avais déjà dit dans une émission. L'élément commun, c'est mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, ce ne seront ni les États, ni les gouvernements, ni les religions qui vont me dire ce que je fais de mon corps. Et Orlan s'inscrit à 200% dans cette mouvance-là. Alors je continue pour parce que c'est assez vaste.
Et j'ai mis de côté, là, j'ai mis en exergue, alors ça c'était justement c'est Otomo, ici. Ouais, qu'on va voir après, on va écouter après Otomo 2 minutes Voilà. tout à l'heure. Bon, on va lui laisser la parole, je vais pas, il parlera de lui-même très très bien. Là, c'est un très beau portrait d'Otomo. Et Donc, Otomo est très très proche d'un autre cyberpunk en grandeur réelle. Alors moi, alors j'appelle Otomo, juste 2 mots, il existe encore, il est toujours vivant, et c'est le cirque électrique, on en reparlera, on va peut-être essayer de l'inviter un jour dans l'émission avec Stig, ou toi. Voilà, il continue, on parle pas uniquement de choses des années 80-90, Otomo c'est 2020, il est là. Voilà. c'est ça, C'est- c'est ça. Même c'est- les chroniques, les chroniques du Nouveau Monde là pendant le confinement, c'était Oui, absolument. ouais. Pendant le confinement, tu as raison, Stig, de le rappeler. Pendant le confinement, il a fait des chroniques absolument géniales. Enfin, Otomo est un personnage emblématique de la cyberculture contemporaine. Et comme je disais, ce qui nous arrive à nous, cyberpunk, qui est génial, c'est que l'histoire nous rejoint. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont été des vrais précurseurs dans leur corps, dans leur chair, dans leurs convictions. Hein, et ils n'ont pas fait de compromis. Il y a aussi ça. Hein, D'accord. il n'y a pas eu de compromission. Ils ont été hyper actifs et ils sont restés sur la même ligne. Et c'est une forme d'expression, c'est une forme d'art qui est très puissante, qui est mondiale, mais qui est complètement méconnue. C'est-à-dire qui est en dehors complètement du circuit officiel parce qu'ils ont peur. Hein, les galeries, les musées, tout le circuit officiel de l'art a extrêmement peur des cyberpunk. Moi, je le sais depuis 40 ans que je fais ça. Et alors, j'avance un peu pour parler d'un autre personnage. Donc, on appelle ça le cyberpunk AFK, tu sais, Away from Keyboard. Ouais. C'est-à-dire hors du réseau, c'est-à-dire ou IRL, in real life, c'est-à-dire des cyberpunk dans le monde réel. Moi, je me définis comme un cyberpunk in real life, et on n'est pas obligé d'avoir un look de punk pour être cyberpunk. Bah, on l'a vu tout à l'heure avec Sovan, Mais oui, Voilà, Oui. exactement. qu'on retrouve après d'ailleurs, après cette présentation du No Museum, on ira dans sa cuisine pour voir comment elle a hacké la nourriture. Voilà, juste 2 minutes. Donc Oui, là, vas-y. Lucas Pira. Lucas Pira qui est un des précurseurs, pas précurseur d'ailleurs, mais précurseur, mais aussi un des papes des body modification, c'est-à-dire des transformations corporelles. Et il est allé très très loin dans justement le hacking de son propre corps. Et c'est un cyberpunk en grandeur réelle. C'est-à-dire il voyage beaucoup, il a fait les Chaos Chronicles qui sont totalement passionnantes. Et il fait des performances aussi où il fait des suspensions. Et il a, comme moi, il utilise un peu un système similaire que les Nekomimi qui lui permettent de se transformer en ange par la pensée. Enfin, on y reviendra peut-être. Donc ça, c'était Lucas Pira. Là, le voilà, tu vois, en grandeur réelle. Ah oui, quand même. IRL. Tu vois, quand tu croises Lucas Pira, tu as à la fois un cyberpunk en grandeur réelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la cyberculture et qui est un activiste de la cyberculture en grandeur réelle dans le monde et qui correspond en plus au niveau look, au niveau habillement, etc., aux archétypes du cyberpunk de la fiction. Alors, c'est vrai que j'allais te dire, ça sent pas les chemises hawaïennes, ce mouvement. Ils sont quand même tous en gris, en noir. Quand le road trip de Sting nous a montré que c'était des gens qui étaient heureux de vivre et joyeux, mais ils ont des couleurs sombres, ils ont un univers Alors, non, c'est une très bonne réflexion que tu plutôt viens de fin du faire. monde, ouais. C'est une très très bonne réflexion que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu as effectivement une dominante black skin d'un certain nombre de cyberpunk, mais les cyberpunk peuvent être en chemise à fleurs et hawaïenne. C'est-à-dire que tu peux, et il y en a, et c'est une bonne réflexion parce que je vais t'en trouver si tu veux. Le principe du cyberpunk, c'est que tu es un voyou cybernétique et tu n'es pas forcément obligé de correspondre. avec une tenue paramilitaire et des lunettes fumées sur le visage. Absolument. D'accord. Absolument. Moi, j'en ai rencontré. Tu peux te camoufler pour ressembler à un trader ou autre chose. La tenue camouflage. C'est ça. Bah, Jérôme Kerviel était un cyberpunk, non? Qui signerait. Je D'accord. termine juste ma petite balade Ouais. sur la demeure du chaos. Donc là, un des grands lieux emblématiques du cyberpunk en France, c'est la demeure du chaos. Alors, on a la vidéo que tu vas nous expliquer dans le détail. On va la regarder. Tu vas nous faire un pitch de 2 minutes sur la demeure du chaos après en vidéo, justement. Ouais. Voilà. Donc, avec Thierry Herman qui est portraituré lui-même dans la demeure du chaos. On y reviendra, je pense. Le mieux, c'est de le laisser parler.
et puis on y reviendra. Tout de suite, bah écoute, je te remercie énormément pour cette sorte de who's-who on va dire des personnalités du cyberpunk. Et on voit en effet un mouvement transfrontalier, multigénérationnel, essentiellement anglo-saxon, adapté on va dire, des écrits français, comme tu nous l'as très bien expliqué, avec une Ah non, dizaine non, de... non, 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 attends. Tu parlais de Foucault et tout Non, ça. pas essentiellement anglo-saxon. C'est-à-dire que tu as eu un phénomène de feedback et d'aller-retour intellectuel, mais il n'empêche que les mouvements de type cyberpunk, tout à l'heure, voilà, les mouvements cyberpunk apparaissent quasiment simultanément aux États-Unis et en France et en Europe. Ah Sauf d'accord, qu'en Europe, j'ai on a résumé très peu alors. communiqué là-dessus. Juste une dernière aparté, parce que je rebondis à ce qu'avait dit Matt tout à l'heure, sur les rêves. Le mouvement des rêves, effectivement, a été un mouvement très puissant du cyberpunk, et il y en avait en France, sauf qu'elles étaient quasiment confidentielles, puisque interdites. Elles n'ont pas eu l'influence et l'impact en Angleterre. Et moi, je me rappelle, j'avais assisté à des rêves dans les champignonnières, absolument incroyables, avec de très très hauts niveaux de mise en place technologique, mais qui étaient clandestines. Je te remercie énormément Yann pour cette présentation non exhaustive mais excessivement complète et rapide. Je sais que tu ronges ton frein et que tu souffres de devoir avoir si peu de temps pour parler d'autant de personnes. Mais je te remercie de te prêter au jeu là-dessus. On va continuer, mais je voulais qu'on fasse un petit tour par la cuisine de Sovan qui essaye de hacker un peu de nourriture. Sovan, ça Hey, ressemble va à quoi? Alors, je t'explique. Comme Ouais, d'habitude, j'ai fait une connerie. ouais, Sans c'est pas grave. Tu vois, les wings, c'est croustillant. oui. J'ai oublié de mettre la chapelure. Ah, zut. Voilà. Donc, j'ai enfourné la version avec le barbecue et tout. C'est en train de cuire. C'est incroyable. Ça a une tête. On dirait vraiment des wings, là, pour le moment. Ouais. Goûté, j'avais des morceaux de pâte cuits, du coup, sans chapelure, que j'ai trempé dans la sauce barbecue. J'ai goûté pour voir. Ça fait la blague. Mais, Et ça ressemble à quoi? Montre-nous à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est avec chapelure qui doit être enfourné après. Ouais. Du coup, c'est ce qui reste. J'ai plus de sauce barbecue, mais je vais trouver une solution. Et, attends, pourquoi je vais mettre un gant pour vous prendre avec moi? C'est n'importe quoi. Oui, Je vais dérailler. te Oula, brûle je pas. tombe. Oula, on t'a perdu. Oui, je sais. J'arrive. Là, vous me perdez plus. On t'a retrouvé. Ah! Et là, à l'intérieur... Ah, tous les déguisements que t'as. Oui, je sais. Faut aller les voir sur sa chaîne YouTube. Oui. Il y a des Oui. vidéos exprès pour voir tous ces déguisements. Vous voyez les petits? Ah, c'est beau, on y croit, hein. Ah, c'est appétissant, hein. C'est appétissant, oui. Voilà, et du coup, oui, en ce moment, chez moi, c'est le gros bazar parce que j'ai reçu un ordinateur fixe que je dois monter demain avec mon copain. Et en fait, il y en a partout, j'en ai partout. Il y a un écran, il y a une tour, il y a l'alimentation. Là, j'ai toute ma bouffe partout parce que voilà, c'est la fête. Et, et voilà, chez moi, c'est la brocante. Ben non, mais en tout cas, on y croit, comme dit Steph, ça marche bien dans le four. C'est totalement crédible en termes de couleur et de forme. On a des Ah ouais, chicken non, wings, là. Dans 13 minutes, c'est censé être prêt. Et en plus, Bon, bah, prends l'antenne en criant. Dans 13 minutes, on sera encore là, tel que c'est parti. Si on pense pas à t'appeler, viens toi-même en hurlant et nous disant que c'est prêt. Coupe la chronique, coupe l'intervention. Et on te retrouve tout de suite après. Ok, ça marche. Alors nous, on va passer justement là tout de suite avec Yann qui va nous commenter quelques vidéos. Tout de suite, c'est la demeure du chaos. Endroit situé près de Lyon, visitable. Yann, je te laisse nous l'expliquer. Alors, plein écran, demeure du chaos. Voilà. Yann, à toi la main. Ah oui, je vois, d'accord. Alors la demeure du chaos est un lieu absolument extraordinaire. Alors, déjà, en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'elle a été créée par Thierry Herman. Et en fait, l'une des choses importantes dans l'histoire de la demeure du chaos, c'est que c'est le siège social d'une société qui s'appelle ArtPrice. ArtPrice, c'est une des plus grandes sociétés au monde de cotation d'œuvres d'art en ligne, qui vient d'ailleurs de fusionner avec une grosse société chinoise. Et quand on demande à des conservateurs de musées, des galeristes, etc., comment ils imaginent le siège social d'ArtPrice, ils imaginent en général une grosse tour à la Défense. Et en fait, le siège social d'ArtPrice, c'est une maison historique, d'ailleurs, dans le quartier le plus chic de Lyon, des banlieues les plus riches de Lyon. C'est un ensemble de maisons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, Thierry Herman
qui est un vrai cyberpunk, hein, en grandeur réelle, a transformé, si tu veux, imagine-toi que tu es le voisin. Mais ils n'arrêtent pas de râler, ces voisins. Ils veulent qu'ils déménagent. Il est entouré de multimillionnaires. Pour habiter là-bas, il faut être très très riche. Et un matin, tu as le voisin qui ouvre ses volets. Et là, la maison en face de chez lui, il y a un hélicoptère écrasé, un avion écrasé, il y a un énorme monolithe qui a traversé le bâtiment. Et en fait, Thierry Hermann a fabriqué un musée post-apocalyptique du jour au lendemain dans sa propriété, qui est le siège social d'Artprice, sans demander aucune autorisation de permis de construire ni rien. Et il est en procès donc depuis des années et des années avec tout l'environnement. Il a déjà épuisé un maire qui a craqué et il est en train de gagner. Et on peut la visiter, sa demeure du chaos, en tant que public. C'est ouvert au public. Absolument. Elle est ouverte au public et régulièrement Thierry Hermann organise une biennale où il invite justement précisément les artistes de la mouvance contre-culture cyberpunk, dont Lucas Pira, qui a beaucoup bossé à la demeure du chaos, Laurent Courreau de la Spirale et Otomo justement du Totem. Et dans ce cadre-là, on s'était retrouvés avec notre groupe Cyberesthésie à faire une performance donc, dans la demeure du chaos. Voilà. Très clair. Alors, oui. Et non, c'est bon. Parfait. Bon. Alors, Otomo, on va l'écouter maintenant. Oui. Je voulais juste dire, parce que je jubile total. Oui, oui. Donc, Artprice, c'est quand même un outil de cotation d'œuvres d'art en ligne. Donc, c'est l'art officiel, on peut dire. Hein, c'est l'art capitaliste, c'est l'art de la spéculation capitaliste. Et moi, je jubile total. Et je suis mort de rire de voir que le fondateur de ce système-là, qui est basé sur l'art capitaliste, est un hacker cyberpunk radical. Oui, oui, c'est ça. Et, alors, Otomo, tu nous en parlais. Tout de suite, 2 minutes où il nous explique. Alors, vous n'entendrez pas Otomo, mais tous les internautes, nos virtuels spectateurs vont l'entendre. Il nous explique un petit peu la nécessité de rester underground pour être sincère et entier. Tout de suite. À la fin des années 80, un de mes grands enjeux, c'était de considérer que l'art, c'était un moyen de résister à l'obscurantisme, résister à l'extrémisme et résister au populisme. On est clairement identifié comme une entité importante, je pense, sur le territoire national au niveau de l'underground et de la subculture. C'est pas un choix, je pense que c'est l'endroit fourre-tout où on te place, mais dans l'absolu, quand t'es artiste, t'as quand même envie que ton message passe, donc t'as pas forcément envie d'être relégué à la case underground. Mais à partir du moment où tu as une certaine radicalité dans l'approche, un certain engagement, que tu considères qu'il y a une urgence dans le monde dans lequel on est, d'apporter ton point de vue sur le monde, on va avoir tendance à te mettre là. Quand je sens que je deviens trop aride, j'ai tendance à me dire ouais, il faut que j'assouplisse la démarche parce que j'ai pas envie de retourner dans cet entre-soi qui, à mon sens, est un écueil. Et en même temps, l'idée, c'est faut pas que l'idée de spectacle ou de spectaculaire, ça t'emmène dans un endroit aussi trop trivial qui fasse qu'on perde le fond. Aujourd'hui, je considère que... Voilà, retour sur notre plateau télé virtuel. Yann, oui, donc il nous expliquait la nécessité de rester underground pour être sincère. Il expliquait que finalement certains grands artistes se nourrissent de la subculture et que la subculture doit rester une forme de subculture, justement, une culture underground. Il insiste sur le côté underground. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure aussi avec tous ces artistes qui ont commencé dès les années 70, 60, 73, tu avais dit tout à l'heure. Donc on voit excessivement de variétés. Il y a Sovan qui appelle. Ah, Sovan. Merci. Sovan, oui, parce qu'on avait coupé. Alors, comme tu lui as coupé la chic, forcément. Ouais. Sovan, on te retrouve. Alors attends, il faut que je te rétablisse le son. Rétablir le son, voilà. Grand moment. Voilà, vous m'entendez? On t'entend, on te voit, tout va bien, Sovan. Alors j'ai une question con, je t'ai dit quelle heure tout à l'heure parce que j'ai oublié. 55. Non, mais après j'ai dit une autre heure. J'ai dit 13 ou 23? Bah, on est entre les deux, vas-y. Écoute, non, parce que j'ai oublié et du coup je sais pas si c'est bon. Oh là, merde, je m'en mets partout. Waouh, Regarde. c'est superbe. Oh, j'en veux tout de suite. Mais on y croit à mort. Ouais, là j'ai faim là.
Ah ouais, non, visuellement, ça fait la blague, hein, c'est sûr. Alors attends, parce que du coup, je sais pas s'ils sont si cuits que ça. Enfin, si, ils sont cuits, mais est-ce que ça va être suffisant? Je m'en mets partout. Mes gants sont couverts de sauce barbecue. Sauvan, avant que tu les mettes dans la pâte et tout ça, le chou-fleur, il est cuit ou il est cru? Ah non, il est cru, je l'ai pris comme ça. D'accord. Je l'ai arraché à la main, tel Gargantua, et voilà le résultat. C'est brillant. Mmh. Voilà, je vais peut-être les remettre peut-être 5 minutes de plus, et après je vais enfourner l'autre tournée. Écoute, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à ça au final. Normalement, c'est un aspect plus croustillant parce que c'est censé avoir de la chapelure que j'ai oublié, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais voilà. Écoute, c'est brillant, c'est brillant. Ah, c'est joli, non, mais ouais, ça peut le faire. Ah, À je mon veux prochain le faire. barbecue, je tente ça, ouais. Il me faut du chou-fleur. Il y a un truc quand même assez pervers là, hein, de faire des trucs qu'on ne peut pas transmettre par le réseau. Hein. Est-ce que ça te déplaît quelque chose de pervers, Yann? Non, non, mais ça me donne faim. Voilà, nous assumons, nous y voilà. Allez, 5 minutes de plus et on sera bon. Bon, bah tu refais du bruit dans 5 minutes. Ça Et marche. comme ça, on doit les goûter. Pendant ce temps-là, bah, moi, je propose qu'on aille voir Matt, qui va nous Oui. parler du mouvement cyberpunk en jeu vidéo, tel qu'on en parle aujourd'hui. Tu dis, c'est tout juste le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Oui, voilà. Bon, je vais faire vite hein, parce que y a pas mal de choses à dire à côté. En fait, c'est Cyberpunk 2077. Alors, écoute, on va mettre les bandes annonces Voilà. pendant que tu parles. Je crois que tu Alors, as quelques images. donc, je mets la toute dernière bande annonce tout de suite. C'est celle-là que tu voulais en premier. Et je te Voilà, laisse nous la commenter. Voilà, c'est un jeu développé par CD Projekt, qui est un studio polonais, qui est un studio absolument énorme, puisque c'est eux qui ont fait The Witcher, qui est un jeu qui a cartonné partout dans le monde. Et d'ailleurs, récemment, les gens comparaient CD Projekt et Ubisoft au niveau de la taille. Mm. Il y a eu d'ailleurs toute une polémique sur le net à ce propos. Et c'est un des plus gros studios européens. Et je crois qu'ils avaient ce fantasme absolu de faire l'adaptation du jeu de rôle Cyberpunk. Et d'ailleurs, il y a, comme disait Yann tout à l'heure, il y a tous les archétypes de la fiction dans ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, il y a les implants, il y a les hackers avec le piratage, il y a la fusion homme-machine, cher au manga japonais, comme pour Ghost in the Shell du mangaka Shiro. Il y a le transgenre, et d'ailleurs, on pourra, a priori, comme c'est un jeu de rôle, on crée son personnage au début du jeu, mais on pourra mélanger les genres lors de la création de son perso, faire plus ou moins masculin, plus ou moins féminin. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Ce qui serait une première pour la communauté LGBT. Ils pourraient se retrouver dans un jeu vidéo, alors. C'est bien. Oui, oui, je ne sais pas si c'est exactement une première, hein, parce qu'il y a tellement de petits jeux de rôle, il y a énormément de jeux, mais en tout cas, pour un jeu de cette taille, cette annonce est importante. Et puis, il y a aussi tout le côté de la mainmise des multinationales, des États qui disparaissent au profit des grandes sociétés. Enfin, voilà, on a tous les archétypes de la fiction dont parlait Yann, tout le côté Blade Runner, le côté Akira, le côté Ghost in the Shell, le côté scanner Darkly avec la drogue. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, fantastique, si, exceptionnel. exceptionnel. Darkly. Linklater, Ouais. j'adore. Oui, voilà, qui en français, c'est le roman Substance Mort de Philippe Cadic. Qui est fantastique, un de ses meilleurs romans. Hein. Voilà, et d'ailleurs, dans Cyberpunk, qui sort en septembre en jeu vidéo, normalement, parce qu'il a déjà été retardé, c'est le personnage principal est incarné par Keanu Reeves. Donc là aussi, on a une filiation avec les archétypes de la fiction cyberpunk et hollywoodienne, entre guillemets. Oui, il y a un pont qui est fait avec Matrix. Voilà. C'est un open world. Donc c'est un jeu qui va être assez grand public, évidemment, malgré tout. Malgré tout, avec le jeu vidéo, on peut aussi se permettre des choses que Hollywood ne peut pas se permettre obligatoirement, en tout cas sur des jeux très, très énormes qui touchent un très très grand public. Et bon, je pense qu'on peut en attendre pas mal, d'autant plus que c'est quand même un fantasme et une grande volonté du studio de le faire. Et d'ailleurs, il avait été annoncé, là tu peux peut-être mettre la bande-annonce tout de suite. de Alors, 2013. Ça va être rigolo ça. Voilà, ils avaient fait un petit teaser en 2013.
je sais même pas s'ils avaient vraiment commencé à travailler dessus d'une manière précise. Hein. C'était peut-être en pré-prod. On Ils n'avaient parle pas d'un fini, je crois. 2013, il y Je a ne pense pas 7 qu'ils avaient ans. fini The Witcher 3, qui est sorti par la suite. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils finissent. On voit que c'est un studio, c'est les développeurs qui commandent. Parce que le marketing, s'ils avaient été chez Activision ou chez Electronic Arts, je pense que le marketing n'aurait pas trop apprécié. Mais ils avaient fini leur premier trailer. On va voir à la fin. Il y a marqué date de sortie, c'est quand ce sera prêt. C'est Donc, énorme. voilà, on se met aucune barrière, on en a rien à foutre, on fait un peu les choses comme dans mon avis. Donc il y a quand même cet esprit un peu de liberté, de faire un peu comme on a envie pour un studio qui a beau être énorme, c'est quand même un studio qui fait assez peu de jeux, c'est pas une multinationale, quoi. Donc là on va voir, voilà, l'annonce de fin. Ça va s'annoncer. Voilà. En tout cas, voilà, en tout cas, c'est le jeu le plus attendu de l'année. PlayStation 4 actuellement. Pour l'instant, PlayStation 4, PC, etc. Je pense qu'il sera ensuite sur la PlayStation 5. La date annoncée, c'est le 17 septembre. On ne sait pas quand sortent. Je crois que les dates n'ont pas été définies. En tout cas, il me semble. Je ne vais pas dire de conneries des deux nouvelles consoles, mais voilà. Donc, pour l'instant, 17 septembre, un jeu polonais tiré d'un jeu de rôle. Je pense que bon. Après, c'est vrai que c'est la partie immergée, la partie grand public de ce que Yann nous montrait. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui existe. C'est la vision, un peu le fantasme qu'aura le grand public qui est un fantasme aussi sévèrement burné quand même, burné quoi. Il est bien, c'est le héros viril quoi, comme disait Yann pendant la préparation. Ouais, moi c'est un peu, mais ils ont rectifié le tir justement quand ils ont sorti cette première bande-annonce. Ça a énervé tout un paquet de gens parce que le cyberpunk a quand même beaucoup évolué depuis ses origines. Et il est sorti de ce look Duke Nukem bien burné viril avec un gros flingue, avec des nanas hyper sexy qui sont des femmes guerrières, qui ne sont aussi d'ailleurs souvent qu'une projection masculine. Et donc la première annonce a quand même déclenché pas mal de polémiques et ils ont radicalement rectifié le tir en reprécisant qu'on allait pouvoir mettre du transgenre et puis en prenant Keanu Reeves, qui est justement un personnage emblématique d'une évolution allant plus vers androgyne que le côté super militaire bien burné. Le problème, mais c'est global, c'est pas seulement le jeu, c'est qu'il y a un courant, je dirais, cyberpunk esthétique qui est en train de s'ancrer dans le grand public, qui est le paramilitaire bien burné, super armé. Et le cyberpunk devient un peu ça dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un cyberpunk qui date, je dirais, de quelques romans. Et encore, même à l'origine, hein, les romans de Bruce Sterling sont beaucoup moins paramilitaires que ça. D'accord. Bah, ils le sont même pratiquement pas. Ouais. Oui, totalement. Tout, ouais. En tout cas, Gibson, il n'y a pas ce côté-là. Ouais. Non, totalement. Alors aujourd'hui, les cyberpunk, on en a parlé un petit peu avec Yann aussi, c'est les Anonymous, qui sont, on va dire, la face visible de l'iceberg. La connaissance est la base. Nous sommes anonymes, nous sommes légion, on n'oublie pas, on ne pardonne pas, on n'oublie pas, attendez-nous. Yann, quelques mots là-dessus? Oui, les Anonymous, c'est vraiment une incarnation du mythe cyberpunk. En grandeur réelle, ils sont vraiment à géométrie variable, insaisissable, etc. Ils ont réussi à faire en sorte que justement ça fonctionne, c'est-à-dire que on ne sait toujours pas si ce sont tel ou tel service de presse, si ce sont vraiment des hackers indépendants, etc. Parce qu'il y a un peu une vraie mouvance clandestine derrière les Anonymous, qui sont légion, comme ils disent. Hein. Voilà. Pour toi, les États, les entreprises, quelques mots là-dessus, t'expliquaient que c'était les plus grands cyberpunk. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en réalité, les voyous cybernétiques, c'est-à-dire le fait de hacker le système se hack lui-même. Et en gros, à part les Anonymous qui sont quand même assez puissants, ils sont rien. Même les meilleurs hackers de la planète ont très peu de pouvoir, enfin, on va dire,
en grandeur réelle, si tu veux, de contre-pouvoir par rapport aux États, aux services secrets et aux grandes entreprises. Ouais. Hein, toute l'histoire de l'Internet, ça a été une guerre permanente contre la volonté totalitaire de contrôler l'Internet en particulier. On peut remonter par exemple je conseille de regarder l'histoire de EFF, Electronic Frontier Foundation, avec John Perry Barlow. Hein, c'est très très intéressant. John Perry Barlow, c'était le mec il écrivait les paroles du Grateful Dead. Hein, il fait partie du mouvement hippie qui a généré l'Internet, qui a généré la culture dans laquelle nous sommes actuellement, mais il s'est battu toute sa vie pour empêcher les États de contrôler et censurer l'Internet. Mais en fait, en réalité, il y a quelques années, ils ont dit que c'était fini. C'est-à-dire qu'effectivement, cette guerre pour empêcher les États de contrôler l'Internet, elle est perdue. Hein, on le voit tous les jours d'ailleurs actuellement en France où ils n'arrêtent pas d'essayer de faire passer des lois et ils les font passer qui permettent de contrôler la liberté d'expression sur Internet. Et donc je disais, les plus grands hackers, ce sont les services secrets et les grandes entreprises. Alors l'anecdote que je voulais te raconter, je ne sais pas est-ce qu'on a le temps que je te la raconte. On regarde Sauvan et après tu nous la racontes. D'accord, vendu. Sauvan, Oui. es-tu prête? Est-ce le moment? C'est le moment. Écoute, je vais pas te mentir, il y avait un petit bout qui me regardait depuis 5 minutes, genre mange-moi, je l'ai glissé dans ma bouche. Ouais. Et tu l'as mangé. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Attends, j'attrape un petit morceau. Ouais. Voilà, le petit morceau. Mais on y croit totalement, hein. C'est fantastique. On dirait du poulet, hein. On dirait du poulet, ouais. On n'imagine pas que c'est du chou. Je souffle parce que c'est très chaud. Oh la vache, c'est bon. Oh. Et ça a un goût de chou alors quand même. Alors, ça a le goût du chou. Ah oui. Ah oui, confirme. C'est très bon. En fait, ça a vraiment la texture. Ça a vraiment la texture en fait d'un nuggets en fait. D'accord. Ça a la texture d'un nuggets. Ça a le goût du chou, mais t'as toute la sauce barbecue et tout. J'ai un peu épicé, enfin j'ai même beaucoup épicé qui du coup, on va dire si t'aimes pas le chou, ça te coupe la détestation du chou. Je ne sais pas si ça se dit, mais et c'est tout de suite bon. C'est plein de goûts riches de barbecue Texas fou et c'est trop bon. Et je pense qu'avec la chapelure, ce sera encore mieux parce que t'auras le croustillant. Donc là, la seconde fournée, j'ai vraiment hâte qu'elle se fasse et que je puisse la goûter, mais c'est pas avant un petit moment là parce qu'ils vont être cuits à 55 et après ils se prêts à 20h30. Oui, non, j'ai bon espoir qu'on arrive à finir l'émission d'ici là. Voilà, donc désolé, je pense que je pourrais pas vous montrer les vrais faux wings de poulet avec le croustillant, mais même sans le croustillant, c'est très très bon. Bah écoutez, c'est Et on énorme. trouvera ta recette quelque part? Bah sur onfaitsalon.tv, sur onfaitsalon.tv, sur le site de l'émission, on met toujours les recettes, Stig. Après, c'est pas une recette de moi, c'est une recette que j'ai prise sur un excellent site de recettes véganes qui s'appelle Free the Pickles, qui fait des très bonnes recettes véganes et qui peut réconcilier tous les carnistes avec les légumes. Vraiment, il y a zéro problème, c'est très bon. Écoute, moi je suis un viandard fini, mais j'irai voir, promis. Franchement, c'est top. Tu me donnes envie de porter mes appétits vers le chou, tu vois. Et c'est très très bon. Je te remercie énormément. Yann, tu voulais nous raconter une anecdote à propos des plus gros hackers qui sont les entreprises. Voilà. Donc on connaît, je crois que c'est pas la peine de la raconter, l'histoire de Volkswagen qui a hacké ses propres machines, ses propres véhicules pour passer les contrôles de sécurité, les contrôles de pollution. Hein. Donc c'est le hacking, ils se sont eux-mêmes hackés, hein, c'est-à-dire ils ont modifié et adapté en fait les logiciels des voitures en fonction des tests de pollution. Mais un autre exemple qui est justement pas connu, j'ai connu à une époque quelqu'un de proche qui travaillait pour une des plus grosses boîtes d'informatique au monde. D'accord. Et fournissait du service informatique dans les années 90 à plein de majeures compagnies. Ils avaient mis au point un département spécial, vous m'avez expliqué, qui faisait et je pense que ça existe toujours, qui faisait du dégraissage crypté, clandestin. C'est-à-dire que le problème des grosses boîtes, c'est de virer les gens. C'est-à-dire essayer de virer les gens en payant le minimum de compensation.
Et donc, la stratégie, c'est que la boîte en question commandait un nouveau logiciel de gestion informatique de l'entreprise, et il faisait exprès de fabriquer un logiciel qui marchait mal et surtout peu convivial. Et donc déjà, ça permettait à l'entreprise de faire une première restructuration en disant on va restructurer l'entreprise autour de l'informatique. Donc il modifiait les affectations des gens. Donc déjà, spontanément, un certain nombre de gens démissionnent parce que les nouvelles affectations ne leur plaisent pas. Et ensuite, ils vont faire une formation. Ils vont faire une formation aux gens à l'époque, dans les années 90, pour qu'ils sachent se servir du logiciel. Et en fait, le logiciel était très difficile à utiliser, ce qui fait qu'un certain nombre de gens étaient découragés, tout simplement parce qu'on leur faisait croire qu'ils n'étaient plus adaptés en fait, aux évolutions de la technologie. Donc ils appelaient ça en interne agiter le cocotier, et ça permettait, pareil, de virer tout un tas de gens qui démissionnaient d'eux-mêmes, qui changeaient et qui quittaient l'entreprise. Et donc ces stratégies-là, je suis certain qu'elles ont toujours cours. Moi, je l'ai connu parce que j'ai eu accès, on va dire, à l'intérieur à une zone très confidentielle de cette boîte. Et donc, c'est pour ça que je dis les plus grands voyous cybernétiques, ce sont les grandes entreprises, les États, etc. Et ça, c'est même pas la peine le nombre d'exemples, on en voit tous les jours, sont omniprésents. Et donc, à côté, nous autres, cyberpunk, artistes, hackers, on est peanuts par rapport au pouvoir des États. Des États et des méga-corporations qui sont devenues une réalité. Alors pourtant, ça n'empêche pas la plèbe, la foule, nous, les masses et quelques artistes comme tu les évoques, de continuer à y croire, de créer des ZAD, zones à défendre, ou TAZ en anglais, Temporary Autonomous Zone. Le dernier exemple en date, c'est la réalité, c'est la vraie vie. C'est ce qui se passe à Seattle aujourd'hui, n'est-ce pas, Yann? Alors, je te propose qu'on regarde une vidéo de ce qui se passe à Seattle, et si l'un de vous a quelque chose à dire ou à commenter sur cette vidéo, comme vous êtes en vignette, vous pourrez le faire tout de suite. Seattle, il y a quelques jours. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le maire de Seattle a décidé, a demandé à la police de quitter le territoire pour pacifier la ville, en estimant que finalement, c'était la présence de la police était source de violence. Et donc, la police a quitté la ville, et au lieu que tout le monde reprenne sa vie de tous les jours, les manifestants se sont mis à prendre un quartier autour d'un commissariat, le commissariat qui a été abandonné. Et ils ont créé des barricades, et ils ont créé une zone autonome où ils disent « cet endroit, ce n'est plus les États-Unis, c'est libéré ». Je vous laisse commenter en live pendant la vidéo. Et ça donne de l'espoir, des communes insurgées comme ça. Tu vois, ça me fait penser au Furtif de Damasio avec Porquerolles, tu vois, qui est une île qui devient autonome comme ça, mais les forces de l'ordre s'empêchent pas d'aller les attaquer violemment quand même. Tu vois, j'ai peur qu'au bout du compte, faut espérer quand même. Trump a tweeté, évidemment, on peut s'attendre à ça. Si le gouverneur ne réagit pas, j'envoie l'armée. C'est autour du mouvement Black Lives Matter, évidemment. Précisons-le, mais là, ça dépasse ce mouvement, ça devient autre chose. Ah oui. C'est impressionnant à voir comme ça, c'est super porteur d'espoir. Oui, mais bon, quand on voit tous les mouvements, Oui, Yann? Ouais, ça me paraît important que tu resitues ça dans le courant des TAZ. Oui. C'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de spectateurs là qui ne sont pas au courant qu'il existe en fait les utopies pirates. C'est-à-dire que ce type de mouvement-là, comme les TAZ, comme les ZAD, etc., ont un maître à penser qui est Hakim Bey, dans les années 90. Et en fait, Hakim Bey s'inspire de ce qu'il appelle les utopies pirates. C'est-à-dire que historiquement, les pirates ont créé des espèces d'utopies dans les îles, des sortes d'États indépendants qui se sont autorégulés. Oui, ils ont créé des républiques. Des républiques, oui, c'est ça. Et qui fonctionnaient pas du tout sur la logique habituelle du pouvoir, et qui étaient déjà, dès l'époque, pensées comme provisoires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes ces tentatives de république
de républiques indépendantes, hein, comme celle d'ailleurs dont Stig a évoqué, sont nés les mutoïdes. Christiania, tu veux dire Mutonia? Ouais. Voilà, c'est ça. Sont conçus aussi dès la pensée pour ne pas perdurer. C'est-à-dire, c'est un truc important. Par exemple, là, on avait été invité aussi à une qui est dans le 20e en ce moment, c'est la gare XP. Et l'un des fondateurs de la gare XP, on a pas mal discuté justement autour de cette démarche-là. Alors, il me disait justement, c'est un concept qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas, selon Hakim Bey, que les TAS soient cartographiés. C'est-à-dire qu'en fait, on se dirige vers un futur de plus en plus totalitaire, de plus en plus concentrationnaire au niveau urbain, au niveau de la vie. Et il va falloir, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, s'affranchir de ces contraintes-là. Et pour s'affranchir, il faut créer des TAS, c'est-à-dire des zones d'autonomie temporaire. Et surtout, c'est ça le truc, qu'elles soient cachées. Parce que si vous n'êtes pas caché, vous vous faites exploser. Hein, ça c'est clair, ça ne va pas durer. Donc, il y a deux sortes de TAS. Les TAS vraiment clandestines, qui ne sont pas cartographiées. Il y en a un peu partout dans le monde. Et puis un beau jour, eh ben, elles vont disparaître. C'est-à-dire un beau jour, elles vont être cartographiées. Elles vont être identifiées par les États, par des tas de circonstances. Et donc, elles vont devoir disparaître. Se déplacer, changer, être nomade en quelque sorte. C'est ça. Nomade et fluide. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que tu vas déménager et aller t'installer dans une autre TAS un peu plus loin. Et donc, cette stratégie-là est en train de s'ancrer. Hein, c'est des sortes de nomades urbains. Et de temps en temps, il y a des accords. Alors, c'est ça qui est très intéressant, des accords avec les États qui se produisent. Parce que ça intéresse, en fait, quelque part, ça permet de pacifier des zones urbaines. C'est ce qui se passe là, en effet. De fait, la police s'est retirée volontairement. On laisse les gens croire qu'ils vont créer quelque chose pendant quelques jours et après l'État revient. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être, il faut être naïf pour croire que ça va perdurer. Oui, c'est ça. En général, ceux qui créent ces lieux-là savent très très bien que ce sont des zones provisoires. C'est ça l'intérêt d'ailleurs. Et donc, il va falloir les faire tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne intenable. Par exemple, pour la gare XP, le fondateur de la gare XP m'avait expliqué qu'ils avaient passé un accord avec la municipalité. Eux, ça les arrangeait qu'ils prennent en charge la gare XP parce que ça permettait que du grand n'importe quoi ne s'installe dans la gare XP, justement, hein, dans le 20e. Et donc, pendant ce temps-là, on a un espace qui est autogéré par un certain nombre de gens qui font des... Et alors, c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est beaucoup de ces tentatives-là font de la création artistique. C'est-à-dire font de la... Moi, j'ai hacké le système en permanence, pas pour devenir riche, mais pour faire de la création artistique. Énormément d'artistes mettent en place des stratégies illégales, cyberpunk, pour faire de l'art, pour faire de la création. Et on va retrouver dans beaucoup des TAS une très très grande démarche de création, de communication et de design, etc., etc., etc. Et ça, c'est très intéressant. Et évidemment, ils se fait exploser régulièrement par les autorités au bout d'un moment, comme ce qui est arrivé malheureusement au totem de Maxwell, qui était un lieu absolument incroyable, mais qui n'a pas perduré parce qu'à un moment ou un autre, les élus, les municipalités disent ça suffit, vous partez. Oui, Naomi Klein aussi a beaucoup écrit sur les TAS avec nos logos et après, où elle expliquait l'intérêt de ce genre de choses. Non, c'était après nos logos, je crois. Elle en a aussi parlé pas mal, entre autres. Donc les TAS, source de foyer de créativité en fait, et source qui peut permettre une expression autre que celle du système. Stéphane, on va faire un petit tour avant de conclure avec tout le monde. Ouais. Juste pour relier ça avec Seattle, hein, on n'est absolument pas dans un truc artistique là à Seattle. Hein, faut faire la part des choses un petit peu là. On s'est embarqué sur les TAS, etc. Mais on est parti de Seattle et là-bas, c'est juste politique, ça n'a strictement rien d'artistique. Hein. On va voir ce que le mouvement devient, ce que cette TAS devient. Elle est créée avec une volonté de rester autonome pendant quelques temps. Ils disent on n'est plus dans les États-Unis. À titre personnel, je suis surtout curieux de voir à quoi ressemblera l'endroit une fois qu'il aura été libéré, effectivement. J'ai des doutes. Ouais. Non, je suis d'accord. Ton regard sur le cyberpunk maintenant, en cette fin d'émission ? Écoute, moi, comme je le disais, le mouvement cyberpunk, pour moi, ça évoque pas grand-chose à la base. C'est un mouvement, je suis passé complètement à côté toute ma vie, je sais pas pourquoi. Il y a aucune raison particulière. Hein, c'est pas que j'ai pas voulu. Mais il est pas trop tard. Hein, c'est le hasard. Hein, mais il est pas trop tard, effectivement. Alors, ce que je souhaitais, moi, c'était surtout essayer d'impliquer Stig et Yann, Matt aussi, bien sûr, Sovan si elle veut, pour essayer de m'expliquer en quoi des personnages
personnages que je vais vous montrer, alors qui peuvent être des personnages de fiction ou il y en a un ou deux des personnalités réelles qui ont existé ou qui sont encore vivantes d'ailleurs. En quoi ces personnages-là sont ou ne sont pas représentatifs de ce qu'on appelle le cyberpunk. D'accord ? Vous êtes prêts tout le monde ? Bon, bah alors, on joue. puisqu'on fait ta chronique au final, allons-y alors, d'accord. Bah oui. Ah bah je pensais que tu m'avais lancé là-dessus, pardon. Non, mais c'est pas grave, vas-y. Go, Ok, c'est allez, intéressant. c'est parti. Alors, on a quand même un personnage. Alors, personnage de fiction, celui-là, vous allez le reconnaître tout de suite. Le premier des deux qui me dit son nom a gagné. Le voilà. Judge Red. Dredd. Judge Dredd, évidemment. Alors, personnage cyberpunk ou pas cyberpunk ? Oui, je pense. Cyberpunk. Cyberpunk total. Pour toi aussi, Yann ? Bah, En quoi ce cyberpunk, personnage c'est était... Ouais. le cyberpunk de la littérature. Pour moi, il a un côté facho, Judge Dredd. Alors, c'est un gentil facho, mais ça reste un facho quand même. Ah non, mais c'est un sale con. Hein. Oui, voilà. C'est un sale con, oui. Non, mais absolument. Oui, il a une interprétation de la loi extrêmement stricte. Rien ne doit dépasser. Et dès que tu sors un petit doigt du cadre, tu te fais couper le doigt. Oui, Oui, parce que l'idée, quand même, d'être police, juge et bourreau, c'est que c'est quand même légèrement extrême. Mais pour autant, c'est un personnage facho. subtil quand même. Il est subtil même, il n'est pas que facho. Oui. Et je signale que Alex Garland, qui a fait Devs, a aussi fait une adaptation cinéma Dredd. de Judge Dredd. Et, Qui est très efficace. Donc pour ça, Cyberpunk. Cyberpunk, ok. Oui, il y a eu plusieurs adaptations, effectivement. Là, ce que j'ai montré, c'était Stallone dans le rôle de Dredd. C'est un film qui date, je ne sais plus de quand, un peu plus ancien, effectivement. Tiens, un autre personnage, alors que vous allez reconnaître également, vous qui êtes à fond là-dedans. Max Headroom. Bah oui, Stig, en plus, tu l'as cité tout à l'heure. On parlait tout à l'heure. Max. Ouais, Max. Oui, tu l'avais cité tout à l'heure. Max Ouais, Headroom, alors, forcément. cyberpunk à 300%. Voilà, c'est le 300%. Personnage, de tout. tous. C'est un emblème cyberpunk. Voilà, alors on Culte. explique un peu qui est Max Headroom. Présentateur c'est virtuel d'une émission de télé. Absolument, c'était dans une série des premiers. télévisée, Ouais, effectivement. un des premiers personnages Et, virtuels à apparaître. Ouais. Voilà, la série expliquait en fait comment un présentateur réel se trouverait remplacé petit à petit par son double virtuel. C'est ça. Et comment il essayait de se battre contre ça. Donc, cyberpunk à fond, c'est ça. Ah, totalement là. Oui. Ouais. Par là, le big deal, c'est cyberpunk. Pardon ? Le Big On va Deal. par là, le big deal, c'est cyberpunk aussi. Ah non, mais faut que tu vois Max Headroom, tu verras, c'est pas pareil. Il tourne là, comme ça la tête là. Ouais. Ah, c'était effrayant. Alors, Mais un c'est autre qu'une personnage également. Alors, un artiste qui existe, qui n'est pas mort, il ne me semble pas qu'il soit. Je sens qu'il est encore parmi nous. Billy Ce monsieur-là. Idol. Il est vivant. Billy Idol. Shock to the Alors, system. qui lui effectivement a plutôt une aura punk tout court, pas forcément cyber, et pourtant que j'ai retrouvé cité dans sur plusieurs sites qui évoquaient le cyberpunk. Ouais, Alors, pour Shock to Il a une pourquoi Billy revendication. Idol dans ce cadre-là? Moi, je pense que c'est pour Shock to the System. LA was burning right, où il nous décrit les émeutes à Los Angeles. Il y a un côté totalement futuriste dans sa description des émeutes. On était un peu dans le film de Strange Days en même temps. Yann, Stig. Oui. Non, mais Moi, clairement, il a fait un clip. Il a une revendication cyberpunk. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez marrant avec Billy Idol parce que Emma Herbert des Mutoids, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, elle aimait beaucoup Billy Idol, ce qui me paraissait aberrant parce que j'écoutais pas du tout ça. Elle écoutait des trucs genre Bad Brain, c'est Billy Idol, quoi. Donc, du coup, oui, pour moi, c'est cyberpunk parce que Mutoid, via Emma. Je précise quand même que Billy Idol, avant d'être une créature cybernétique pop, était dans un des premiers groupes punk anglais qui s'appelle Génération X. Hein, donc, C'est pour ça, je suppose. il y a aussi cette filiation. Je pense que pour les Anglais, c'est pas uniquement Eyes Without a Face, c'est aussi un des premiers groupes punk de 76-77. Oui, voilà. Donc Absolument, oui. c'est dans la culture basique. Après, pour moi aussi, c'est cyberpunk parce Et qu'il c'est a pour toujours ça que- mélangé ce C'est côté pour ça Mad qu'à Max, mes ce yeux, côté délire. à mes yeux, Idol a plus une image punk que cyberpunk, mais effectivement, on peut Non, mais l'inclure attends, dedans. c'est une bonne réflexion. Hein. La très grande majorité des groupes punk sont cyberpunk. C'est-à-dire qu'ils manipulent la technologie. Mais par contre, beaucoup de cyberpunk ne sont pas punk. Voilà. Mais de fait, si tu regardes toute la culture punk française, ils sont cyberpunk de fait, du fait que d'abord ils ont hacké en général les institutions, les technologies et beaucoup de technologies musicales.
Oui, oui. Alors, le punk de la, enfin de troisième, quatrième génération. Parce que le premier punk était très sommaire, hein, il n'y avait pas de technologie. Hein, à Oui, non, part un métal urbain. Attends, Il non, suffisait je suis pas d'accord. il Je suis suffisait pas d'un d'accord. pistolet sur la scène de l'Olympia, hein. Non, mais attends. Pour Une My Way, guitare ça électrique, suffisait à être punk. une guitare électrique, c'est de la technologie. Hein. Ah oui, Et tout à fait. l'enjeu, c'est de hacker les médias. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et de hacker l'establishment. Ouais. Et les médias. Steph, autre Voilà, personnage. c'est l'attitude. Ouais, un Oui, autre c'est personnage, l'attitude, alors ouais. celui-là. C'est une question Là, d'attitude pareil, aussi, t'as raison. personnage de fiction que, à titre personnel, j'aurais jamais classé dans le mouvement cyberpunk, qui d'ailleurs n'en est pas, mais qui, j'ai trouvé ça sur un site, il faudrait que je vous retrouve l'adresse un jour, qui essaye de faire remonter l'origine du mouvement cyberpunk jusqu'à ce roman-là. Ah. Frankenstein, eh ben, Frankenstein, oui, quelque voilà. part, bah, bien sûr, quand même. Ouais. Bah, c'est le Alors golem. pourquoi Hein. C'est Pourquoi le golem. C'est le golem, Et t'as ben, raison, la- Matt, très bien vu. C'est L'hybridation homme-machine, Marie Shelley a écrit un personnage qui était rafistolé à partir de pièces détachées quand même, et dans laquelle on avait insufflé de l'électricité. Donc, si, c'est quand même plutôt cyberpunk. Alors, C'est, Ouais, euh, puis c'est le un très truc grand. à dire, C'est un côté très, body très grand roman, transformation. celui-là. Ouais. une autre raison pour laquelle c'est totalement emblématique du cyberpunk, c'est que ce sont des cyberpunks. C'est-à-dire Mary Shelley, Byron et toute la bande sont des gens qui sont complètement fascinés par les nouvelles technologies à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle écrit le roman, on vient de découvrir qu'on peut redonner vie à des grenouilles avec l'électricité. Et t'imagines bien que les conversations qu'ils avaient, parce que c'était l'équivalent des nouvelles technologies actuellement, ils se posent des questions sur les nouvelles technologies et est-ce que on va pouvoir ressusciter les morts. Et ça, c'est envisageable, surtout que Marie Shelley vient de perdre un enfant. Donc elle pose la question de doit-on ressusciter les morts avec la technologie. Et il faut penser que le deuxième titre de Frankenstein, c'est Frankenstein Prométhée ou moderne. le Prométhée moderne. Hein, c'est-à-dire la question le fameux hubris, hein, c'est-à-dire cette question de est-ce que c'est bien ou pas bien d'entrer en compétition avec les dieux et justement avec la science et les technologies. Et l'hubris qui est le pire défaut qu'un humain puisse avoir pour les Grecs. Voilà. C'est ça, l'hubris, c'est un très vieux mème hein, qui fait chier d'ailleurs parce qu'il est véhiculé par nos religions, en particulier aussi nos religions révélées, c'est-à-dire c'est la culpabilité d'utiliser une technologie. C'est ça. Ouais. Autre personnage, Steph ? Ouais, alors lui, pour moi, effectivement, lui, il est vraiment emblématique. C'est une BD que je lisais Libérateur, Xerox, évidemment. Xerox. Le cyborg, l'androïde. Avec Lubna, la jeune préado de 13-14 ans. Ouais. Oui. Avec le dessin de Liberator Et Shabba qui a fait le dernier album, très bizarrement. Mm. Ouais, il y a eu 3 albums, hein, c'est ça, Matt, je crois. Je sais pas le nom, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Liberator n'est pas un foudre de guerre en bande dessinée. Ouais, c'est pas vraiment, c'est plus un illustrateur. Quoi. À l'aérographe, exceptionnel comme travail. Ouais. Voilà, il a failli y avoir un film d'ailleurs hein, qui a beaucoup navigué. Mondino est passé dessus d'ailleurs à un moment. Wow. Non, le film n'est jamais sorti. Enfin, il n'a jamais été fait. Non, Steph, merci pour ces quelques personnages. Ça valait le coup de les montrer, en effet, d'en discuter parce que ça élargit le sujet encore. Et on voit que finalement le mouvement cyberpunk, on peut être cyberpunk au Moyen-Âge comme au XXe siècle, sans aucun problème. Sovan... Et puis ça montre surtout qu'on peut être cyberpunk sans le savoir. En fait, c'est ça, oui. Parce qu'à travers tout ce qu'ont raconté Stig et Yann depuis tout à l'heure, il y a certains endroits dans lesquels je me suis reconnu et j'aurais jamais pensé. Voilà. Donc on peut aussi être cyberpunk sans le savoir. Oui, non mais c'est ça, c'est exactement ça. Sovan, pour finir l'émission, le cyberpunk, alors toi t'es cyberpunk, t'es pas cyberpunk ? T'es punk, ça c'est sûr. Je ne sais pas. Oui, bah écoute, oui, j'imagine que oui, avec le nombre de merdouilles que j'ai sur mon ordinateur et que je ne devrais pas avoir. Bon, bah, merci. Mes logiciels, bien évidemment, voilà. Merci Sovan. Stig, pour conclure ta part d'émission, tu voulais nous parler d'un roman très rapidement, ouais. On monte la jaquette. Oui, vite fait. Je veux parler de Toxoplasma parce que il est qualifié de thriller proto-cyberpunk et je trouve que c'est très vrai. Il est paru à la Volt et il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2018.
Et on y parle donc après un grand soulèvement, l'île de Montréal est assiégée. C'est pont bloqué par l'armée fédérale. Internet a disparu et une commune improbable s'y organise, redoutant à tout instant l'effondrement du monde. Donc dans ce cadre-là, chacun et chacune des personnages sont des punks, des gens qui sont volontairement en marge de la société, qui cultivent un mode de pensée hors des poncifs imposés. Ça, c'est Dionyso qui en parlait sur Babelio et je trouve qu'il a bien résumé les choses. Et Sabrina est une auteure qui hack le genre, qui hack l'identité, qui hack le modèle de société, qui hack la révolution. Sabrina Calvo. Là, il y a écrit Donc, David voilà. Calvo. Oui, c'est parce les deux. qu'elle hack le genre. Oui, c'est la même personne. Et David... C'est un peu comme V, tu vois, les personnages de Cyberpunk 2077. David Calvo, on connaissait un David Calvo dans la presse jeux vidéo informatique il y a une vingtaine d'années. Oui, aussi. C'est le même. Elle fait aussi des jeux vidéo, ouais. D'accord. Et maintenant, donc, tu parles de Sabrina Calvo. Voilà. Ok. Ça donne bien envie de le lire. Elle signe Sabrina. Donc, voilà. D'accord, elle signe Sabrina. Je te remercie beaucoup. Émission plus dense que d'habitude, qui préfigure en fait, sans vraiment le vouloir, on a un petit peu avancé sur le nouveau format d'On fait Salon, qui va évoluer dans les semaines qui viennent. Probablement qu'on aura une émission, une très grosse émission par semaine, plutôt en soirée. Comme ça, avec une grande thématique, des chroniqueurs, des invités, et on fera le tour de cette thématique qu'on va explorer sous différents angles. Jeux vidéo, comme on l'a fait là, livres, cinéma, cultures diverses et variées, et surtout non avariées. C'est le principe d'On fait Salon. Je tiens à saluer... C'était pour la cuisine, ça. Voilà, c'était pour la cuisine. Salut à tous et à toutes, évidemment. Voilà, toute l'équipe. On va finir l'émission comme ça. Stig, un énorme merci. Sovan, je te dis à bientôt très rapidement sur ta chaîne déjà. À bientôt sur ta chaîne. Et puis tu reviendras nous voir de toute manière probablement dans le nouveau format de l'émission. Si tu peux. Si t'as pas trop de boulot et si tu peux. Je te remercie pour tout. Matt, à très vite. L'émission se termine et tu continues à nous illuminer dans ta pièce. Yann, ouais, bah, ça change. Voilà. Ça change tous les secondes. C'est bien. Yann a repris son attitude et se prépare à continuer à hacker le système. Stéphane, bon week-end. Yes. Ouais, merci. Bon week-end à tous également. Yann, j'espère que ton masque est aux normes AFNOR, hein, que tu as le droit d'être baladé avec. Bon, ben voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir regardés. Merci d'avoir posé toutes vos questions. On espère que vous avez aimé cette émission, que vous allez la partager, vous abonner, nous aider à nous faire connaître en la diffusant. Nous, on vous salue. On vous dit à la semaine prochaine, probablement dans un nouveau format, un peu plus long et en soirée. Ciao, bye. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye.